Bonjour à tous, bienvenue sur les nouvelles, la nouvelle version, une nouvelle mouture de Covid-19, un autre regard organisé par l'association Andrea. L'idée, c'est de regarder les données de façon un petit peu provocante, et donc on va regarder un tout petit peu nos incertitudes plutôt que nos certitudes, et puis essayer d'en parler de façon le plus interactive possible avec un de gens qui viennent d'horizons différents, qui soit soignent les malades, soit s'occupent des bestioles, soit cherchent des traitements nouveaux ou d'autres manières de regarder cette infection virale qui nous embête pas mal depuis une bonne année. Jean-Ralph, à toi d'animer cette deuxième session, je t'en prie. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Donc, on est à peu près une centaine d'inscrits. Nous avons deux invités de marque qui sont tous les deux chercheurs en virologie. Dans un premier temps, on a demandé à Samuel Alison, qui est chercheur au CNRS à Montpellier, de nous faire quelque chose, de se mettre dans la peau du virus. Voilà, donc Samuel, on lui a demandé de se mettre dans la peau du virus, de nous expliquer un petit peu comment le virus va évoluer. Et puis, je ne présente pas Vincent Maréchal, que tout le monde connaît, puisque Vincent Maréchal a été le premier à nous expliquer que finalement, on pouvait peut-être anticiper le risque, entre guillemets, viral en regardant ce qui se passait dans les eaux usées. Et donc, Vincent Maréchal est lui aussi chercheur en virologie et professeur de virologie. Et donc, on lui a demandé de nous parler un petit peu de ce qu'il fait et de comment on peut utiliser les données pour essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui va se passer. Donc, si j'ai bien compris, deux interventions avec deux discussions qui font suite. Et donc, si vous êtes d'accord, on va donner la parole à Samuel pour nous parler de SARS-CoV-2 est-il virulent? Et donc, vraiment, tu vas jouer le rôle du virus. Voilà. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup à vous deux. Bon, bah, merci beaucoup pour l'invitation. Hein. C'est très intimidant de parler devant des gens qui vivent la crise au quotidien, parce que vous êtes vraiment en première ligne. Alors, c'est vrai que moi, je vais prendre plutôt un pas de recul et comme l'a dit vraiment Jean-Ralph, je vais me placer un peu du point de vue du virus. Alors, je vais essayer de partager mon écran aussi. Voilà, j'ai préparé quelques diapositives. Vous voyez bien le... Je vais les mettre en plein écran normalement. Hop, voilà, normalement, vous devriez avoir les diapositives. Parfait. Donc, c'est vrai que moi, je m'intéresse au virus, mais je suis en fait avant tout biologiste de l'évolution, voire même modélisateur. Donc, je m'intéresse à essayer de comprendre comment les micro-organismes en particulier évoluent. Et dans l'évolution, ce qui va nous intéresser toujours, je vais tout de suite faire une distinction parce qu'elle est assez importante quand on parle du SARS-CoV-2. Vous avez une évolution qu'on va qualifier de neutre, c'est-à-dire c'est des mutations qui ne vont pas modifier les symptômes, qui ne vont pas modifier l'infection, qui ne vont pas modifier les propriétés de l'infection. Et vous avez une évolution non neutre, qui le plus souvent est délétère d'ailleurs, des mutations qui vont empêcher au virus d'exister, de produire des nouveaux virions. Et rarement, mais ça arrive, des mutations dites adaptatives qui vont modifier la capacité du virus à se propager. Donc nous, c'est vrai que l'évolution neutre est intéressante, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. On s'intéresse à cette évolution adaptative autour de la question que j'ai mise en titre, pourquoi le SARS-CoV-2 est-il virulent? Qui est une question qui n'est pas nouvelle. C'est une question qu'on se pose depuis plus d'un siècle maintenant. Alors, j'ai un peu étudié la question, enfin, c'est périphérique par rapport à ce qui nous intéresse, mais ça date pas tout à fait de Pasteur. Pasteur commence à se poser un peu la question, c'est intéressant, il y a des textes où on sent que la question le taraude, mais il ne va pas l'aborder, et je pense parce que, enfin, on pourra en discuter, mais c'est plus ou moins parce que ça reviendrait à aborder un peu la question des origines, et Pasteur n'était pas tout à fait partant pour aller poser ces questions-là, notamment du point de vue de l'évolution. Donc, c'est la personne qui va vraiment poser cette question-là en premier, c'est lui, c'est Theobald Smith, que vous connaissez peut-être, qui est un médecin américain,
qui est vraiment un des disciples de Pasteur et de Koch, mais les a jamais rencontrés. Il est un peu autodidacte. Et dès ses premiers écrits, j'avais analysé un de ses textes en 1887, il va arriver à cette conclusion qui est en gros, bon, je vous l'ai mise en anglais, mais je vais vous la traduire, qui est que, pour parler d'un point de vue un peu familier, pour un parasite, pour une forme de vie parasite, telle que les virus, tuer l'hôte, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Et donc, il l'écrit déjà il y a plus d'un siècle. Il est dans l'intérêt des formes de vie parasites que leur hôte vive le plus longtemps possible. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'avirulence, qui était encore dominante, ou la théorie quasiment exclusive jusque dans les années 80. Et c'est donc cette idée que il ne sert à rien pour un virus, pour une bactérie, de tuer son hôte. Et le corollaire est un petit peu que si on voit de la virulence, si on voit des virus qui sont virulents comme le SARS-CoV-2 aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'ils sont trop récents. Ils n'ont pas encore eu le temps de s'adapter à leur hôte. Mais si on revient dans un siècle, pas de souci, les virus seront avirulents. Donc on comprend bien le raisonnement qui est derrière. Malheureusement, les contre-exemples ne manquent pas. Donc, je vous ai mis des exemples qui vous seront peut-être familiers, mais la tuberculose, par exemple, on sait aujourd'hui que la tuberculose existait déjà sous des formes virulentes dans l'Égypte antique. Sur la gauche, c'est un exemple avec lequel vous êtes moins familier, mais que j'aime beaucoup, qui sont des parasitoïdes, des larves parasites, qui parasitent les guêpes, les guêpes du figuier, les fig wasps. Et donc, c'est des parasites qu'on a retrouvés piégés dans l'ambre. Donc là, c'est des formes qui, on sait, sont restées parasites pendant des millions d'années. Plus près de nous, vous avez l'exemple du VIH. Alors certes, on n'est pas sur des milliers d'années, mais si vous pensez, encore une fois, si vous placez du point de vue du virus, un temps de génération pour un virus, c'est extrêmement court. Et j'avais fait le calcul, en fait, une personne porteuse du VIH, en 20 ans, vous avez autant de générations du virus que, en gros, depuis l'apparition de l'homme moderne, depuis Homo sapiens. Donc en 20 ans, vous concentrez une centaine de milliers d'évolutions humaines. Donc les contre-exemples ne manquent pas, ces virus sont restés, ces bactéries, ces parasites sont restés virulents. Et du coup, cette théorie de la virulence, qui est assez intuitive, a été critiquée. Et un des exemples, pour illustrer un peu une des réponses sur expliquer pourquoi finalement des virus sont toujours virulents, une des plus claires, je trouve, pour ce qui est des virus humains, vient du VIH. Donc le VIH, je pense que vous êtes probablement beaucoup plus familier que moi avec l'infection. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette infection, vous avez des variations très fortes de charge virale selon les patients. Donc là, je vous ai représenté ici, vous avez sur une échelle logarithmique la charge virale, le nombre de particules virales par millilitre de sang. Et cette charge virale, en fait, reflète très fortement la durée de l'infection en l'absence de traitement, la durée de l'infection pré-sida. Ce que vous voyez, c'est que vous avez certaines personnes qui ont des charges virales très faibles et qui finalement vont rester en vie assez longtemps en l'absence de traitement. Et d'autres personnes porteuses du VIH qui, à l'inverse, ont des charges virales très élevées et pour lesquelles la phase SIDA se déclare très rapidement. Donc, une grande variabilité. Et donc, on retrouve un petit peu la question de Theobald Smith, enfin, la remise en cause de Theobald Smith, finalement. Sachant qu'il y a des souches qui gardent leur hôte en vie plus longtemps de VIH, comment expliquer que ces souches extrêmement virulentes soient toujours présentes ? Parce que ces souches virulentes sont présentes. Je vous représente ici ce qu'on va trouver, je crois que c'est la cohorte d'Amsterdam, la distribution des charges virales. Donc là, vous avez toujours cette échelle logarithmique et donc là, vous avez le nombre d'infections que vous détectez qui ont une charge virale de cet ordre. Là, on parle des charges virales asymptotiques, donc pendant la phase chronique. Et juste pour vous illustrer graphiquement ce que ça représente au niveau biologique, en fait, sur la partie gauche du spectre, là, c'est le nombre de particules virales que vous verriez dans une goutte de sang chez un patient qui a cette charge virale. Et là, c'est le même nombre la même goutte de sang, mais vous voyez un nombre de particules virales très différentes. Donc, une diversité très forte. Je n'ai pas le temps de préciser, mais il y a évidemment à la fois une composante du patient et une composante de virus.
C'est-à-dire que des patients qui ont une charge virale très faible, ce n'est pas nécessairement lié à la génétique du virus, ça peut être lié à d'autres facteurs, au sexe, à l'âge, à l'activité physique. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais en fait, on a démontré que de l'ordre d'un tiers de cette variation est expliquée par le virus. Et donc, on en revient à la question de Theobald Smith, encore une fois, sachant qu'il existe des souches virales qui sont associées à des infections très faiblement virulentes, pourquoi est-ce que la sélection naturelle darwinienne n'a pas fait son boulot et n'a pas éliminé toutes ces infections extrêmement virulentes? Pourquoi le VIH n'est pas devenu quelque chose de beaucoup moins virulent? La réponse, on la trouve dans le cadre du VIH quand on prend en compte la deuxième composante de ce qu'on appelle la valeur sélective du virus, parce que le virus, il ne suffit pas pour être excusez-moi, bien adapté, il ne suffit pas de maintenir son hôte en vie très longtemps. Il faut aussi coloniser des nouveaux hôtes. Et quand vous allez regarder cette contagiosité, qui est un peu la deuxième composante, si vous voulez, de la valeur sélective du virus, vous voyez le patron inverse. C'est-à-dire que ces souches qui nous semblaient très bien adaptées à l'homme parce qu'elles maintenaient les patients en vie très longtemps, en l'absence de traitement, encore une fois, vous voyez aussi que leur contagiosité par événement de contact sexuel est extrêmement faible. À l'inverse, ces souches qui nous semblaient très mal adaptées, elles sont associées avec une contagiosité extrêmement forte. Et donc, c'est ce qu'on appelle en biologie de l'évolution un compromis adaptatif. Plus communément, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les souches moins virulentes dont on s'attendrait qu'elles soient favorisées parce qu'elles ne tuent pas la poule aux œufs d'or souffrent d'un désavantage quand il s'agit de la transmission. Et pour préciser un petit peu plus, quand on regarde cette valeur sélective, cette fitness en anglais d'une infection, dans les cas les plus simples, comme celui du VIH, c'est la résultante de la durée de l'infection et du taux de transmission. Et donc, vous allez finalement avoir un peu deux composantes pour optimiser cette fitness qu'on va mesurer souvent par le R0, le nombre d'infections secondaires causées par une personne infectée. Donc là, je vous ai représenté un peu ce R0, c'est-à-dire la résultante de ces deux composantes, et vous retrouvez finalement un peu les différentes stratégies du virus, c'est-à-dire des infections qui sont longues, mais avec une infectiosité faible, et donc le potentiel de transmission, ce R0, sera relativement faible, des infections courtes, mais extrêmement contagieuses, et vous voyez aussi que le potentiel de transmission est inférieur à 1, donc une personne porteuse en infecte moins d'une en moyenne, donc a priori, vous n'avez pas d'épidémie, et un optimum qui se trouve intermédiaire, donc une virulence intermédiaire, où là, on va finalement contrebalancer les deux coûts à la transmission, et à la virulence. Et de manière assez frappante, quand je superpose en fait ce potentiel de transmission, donc cette valeur adaptative du virus, avec la distribution observée des charges virales, vous voyez une assez nette concordance entre les deux. C'est-à-dire que la majorité des virus qu'on trouve, la majorité des charges virales du VIH qu'on trouve, serait finalement associée à une fitness de l'infection, un R0 le plus élevé, comme si finalement le virus avait convergé, avait évolué vers la virulence qui lui permet d'infecter le plus grand nombre de personnes. Alors, je précise tout de suite que je me place du point de vue du virus. Je dis le virus peut infecter le plus grand nombre de personnes. Ceci n'est évidemment pas un choix conscient. C'est-à-dire que vous avez eu la sélection naturelle, vous aviez cette diversité génétique et finalement, les souches dans cet ordre de grandeur de charge virale sont celles qui se sont le plus transmises et au final sont devenues majoritaires. Et quand on regarde finalement cette charge virale et sa variation au cours des années, on voit un petit peu cette tendance, bon, les variations de charge virale de set point, comme disent les Anglais, donc pendant cette phase chronique, c'est pas très prononcé, après ça reste une échelle log, mais vous voyez que la charge virale moyenne semble plutôt avoir augmenté au cours des années 80 et 90, avec une décroissance plus récente dont on pourra parler. Mais voilà, clairement, le VIH remet un peu en cause cette idée assez intuitive que les virus devraient tous évoluer pour devenir bénins. Ce n'est pas nécessairement le cas si la virulence apporte quelque chose au virus. Dans le cadre du VIH, une virulence accrue signifie une charge virale plus élevée et donc une contagiosité plus élevée. On peut voir, j'avais pris dans ma thèse, on aime beaucoup raconter des histoires en évolution, en biologie de l'évolution, c'est un peu de nos travers, mais ce dilemme que rencontre un parasite finalement comme un virus, c'est
pas très différent de Achille, qui a dû choisir entre une vie courte et glorieuse ou une vie longue et sans gloire. Et donc, on retrouve un peu ce compromis à l'échelle d'une infection. Pareil, je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup plus, mais une autre explication à l'existence de souches virulentes, c'est les co-infections. Ne pas tuer son hôte, effectivement, ça peut être un scénario qui semble optimal, sauf que si vous êtes en compétition avec une autre souche et que cette autre souche plus virulente est plus compétitive, finalement, vous vous retrouvez à favoriser la souche la plus virulente du fait de ces co-infections, du fait que les souches partagent un hôte. Et ça a été démontré expérimentalement, par exemple, dans le cadre du paludisme des rongeurs, le Plasmodium chabaudi, où on voit qu'en fait, les souches les plus compétitives sont aussi les plus virulentes. Donc, c'est une autre explication sur pourquoi on observe de la virulence. Donc, pour finir cette première partie, pourquoi est-ce qu'on observe de la virulence? Une possibilité qui est celle finalement proposée par Theobald Smith, c'est la maladaptation, c'est-à-dire que le virus est récent, il n'est pas encore bien adapté à son hôte. Une explication dont je n'ai pas parlé, mais c'est que potentiellement il n'y a pas de sélection directe. Ça arrive souvent si l'hôte est ce qu'on appelle une impasse, dead end en anglais. Par exemple, sur le virus West Nile, quand l'homme est infecté par le virus West Nile, il ne va pas infecter un autre hôte. Donc, du point de vue du virus, finalement, ça ne sert à rien de se préoccuper de la virulence chez l'homme parce que c'est un cul-de-sac et le virus ne sera plus transmis en dehors de ce cul-de-sac. Donc, si vous n'avez pas de sélection, la virulence, finalement, ne va pas évoluer directement du fait de l'hôte. Et vous avez ces compromis adaptatifs que j'ai montrés, donc le fait que la virulence peut être liée à d'autres traits d'histoire de vie de l'infection, par exemple la contagiosité, ou alors la compétition entre microbes avec les co-infections. Et venons-en au SARS-CoV-2, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de données. On sait évidemment que ce virus est très récent. Et si vous comparez d'ailleurs les coronavirus saisonniers qui causent des infections, bon, qui font parfois des décès, mais qui sont relativement bénignes, vous voyez que ces coronavirus sont apparus il y a très longtemps. Pour le premier, on pense enfin, aux alentours du XIIIe siècle, et pour toutes, enfin, a priori avant les années 50, alors que les coronavirus qu'on connaissait déjà, qui étaient virulents, sont aussi très récents. Donc cette hypothèse de la maladaptation se tient, et on le voit aussi quand on regarde en fait la pathologie associée à l'infection par le SARS-CoV-2, la COVID-19. La virulence provient beaucoup de l'immunopathologie, c'est-à-dire un emballement de la réponse immunitaire, et pas directement de l'exploitation des cellules hôtes par le virus. Donc finalement, la virulence, d'une certaine manière, nuit à la fois à l'hôte et au virus. Le virus ne gagne rien à cette virulence, contrairement au cas du VIH où la virulence était associée à une plus forte transmissibilité. Donc tout ça, en gros, nous laisse espérer que la sélection naturelle devrait favoriser des souches moins virulentes de SARS-CoV-2. Alors il y a un mais, un assez gros mais, qui est que si vous regardez quand les infections ont lieu, quand est-ce qu'une personne infectée transmet, ce qu'on appelle l'intervalle sériel, vous voyez que dans les jours post-infection, les gens transmettent en majorité quasiment avant la première semaine. Le pic de contagiosité ici est sur les 6 jours après infection, et vous voyez qu'après 14 jours, il reste très peu de transmission. Et encore, c'est même plutôt le 11e jour. Donc ça, c'est la transmission. Le virus, si on reprend cette idée de Theobald Smith, a besoin de garder son hôte en vie pendant au moins 2 semaines pour pouvoir assurer sa transmission. Si vous regardez après les admissions pour hospitalisation, je vous ai mis ici une simulation sur une cohorte de 100 personnes qui seraient hospitalisées. Ces hospitalisations ont lieu relativement tard par rapport à l'infection. Le pic est quasiment un peu plus à 14 jours. Autrement dit, quand une personne est hospitalisée pour un Covid-19 sévère, la transmission est quasiment déjà finie. C'est-à-dire, pour revenir de ce point de vue du virus, la virulence de l'infection, l'hospitalisation, en faisant l'hypothèse que l'hospitalisation arrête la transmission, la virulence a peu de coût du point de vue du virus, parce que le virus s'est déjà transmis quand les symptômes très sévères se déclarent. Et donc ça, c'est un souci potentiel à l'évolution de souches moins virulentes, qui est que la virulence n'ayant pas de coût, les souches moins virulentes ne seront pas directement favorisées. Ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est l'immunité.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les populations vont s'immuniser. Pour le moment, c'était une immunisation naturelle. Là, bientôt, ce sera, on espère, une immunité vaccinale. Et en fait, quand on regarde les autres coronavirus, on voit des patrons au niveau de cette mémoire immunitaire qui sont assez frappants. Avec, donc là, je vous résume en fait, mais c'est un article qui est paru dans Science qui est très complet là-dessus. En fait, il regarde 3 composantes à l'immunité. Vous avez une immunité qu'on pourrait qualifier de stérilisante, qui rend l'autre complètement imperméable à l'infection. Vous avez une immunité qui bloque les symptômes, donc qui finalement empêche uniquement la Covid-19. Et vous avez une immunité qui est de bloquer la transmission, de bloquer l'infection de nouveaux hôtes. En fait, ce qui se passe avec les coronavirus saisonniers, et je pense que vous serez bien plus calé que moi là-dessus, c'est que typiquement, l'immunité n'est pas stérilisante, c'est-à-dire que les enfants peuvent être infectés, et ensuite, vous avez souvent des réinfections. Mais vous avez une diminution très forte des symptômes, c'est-à-dire que les réinfections sont souvent moins sévères que les primo-infections. En fait, ce que montre à l'aide de modèles mathématiques Lavin et al., c'est qu'en fait, une fois que la population est immunisée, en faisant l'hypothèse que cette immunité empêche les Covid sévères après coup, bah, vous allez avoir une situation où actuellement, c'est ce qu'on voit bien sur une épidémie qui a un R0 assez faible qui se propage lentement. Vous voyez que les cohortes des âges qui sont infectés, ça représente la pyramide des âges de la population. Mais au fur et à mesure que les adultes s'immunisent, les seuls finalement qui seront très infectés, ce seront les enfants, parce qu'ils n'ont pas d'immunité préexistante. Et ensuite, chez les autres personnes, ce sera des réinfections ou en tout cas des infections assez légères. Et donc, si on suit ce raisonnement, effectivement, on s'attendrait à avoir une évolution vers des cycles de vie assez semblables au coronavirus saisonnier. Ce qui est intéressant dans cette étude aussi de Lavin et al., c'est qu'il montre que le point clé finalement pour savoir si on évolue vers une infection bénigne ou si on demeure sur une infection virulente, c'est le infection fatality ratio, la proportion de létalité, et surtout la proportion de létalité chez les enfants. Parce que si la proportion de létalité chez les enfants est très élevée, comme c'est le cas pour le MERS, qui est un des cousins du SARS-CoV-2, beaucoup plus virulent, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir cette transition vers une endémicité bénigne, parce que l'infection reste très virulente chez les enfants, donc vous ne pouvez pas construire cette immunité sur le long terme. Donc là, il montre bien comment on s'attend sur le Covid. On s'attendrait à avoir un basculement où une fois que la population est immunisée, ce seront les enfants qui feront leur immunité et ensuite les réinfections seraient légères. Il y a beaucoup d'hypothèses derrière ce modèle. Juste pour terminer avant de parler des limites, un point important, je pense aussi à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle, nous, l'écologie, c'est-à-dire l'environnement dans lequel vit le virus. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Pierre Sonigo, qui est un virologue, qui mettait cela en avant, avec l'idée que les coronavirus saisonniers ont un tropisme, en fait, qui est plutôt dans les voies respiratoires supérieures, alors que le Covid-19, lui, va descendre très profondément dans les poumons. Et la différence, il y a plusieurs différences. Alors déjà, une des différences, c'est l'expression du récepteur ACE2, qui est celui que les coronavirus utilisent pour entrer dans la cellule. Cette expression du récepteur est plus élevée quand on remonte dans les voies aériennes vers le nez. Mais aussi une différence au niveau immunitaire. Et en fait, il y a beaucoup plus d'immunité quand vous vous rapprochez des poumons, avec beaucoup plus de passage des cellules immunitaires, alors que si vous remontez plus haut, en fait, l'immunité mucosale est beaucoup plus faible. Et du coup, lui, ce qui va assez aussi avec l'article de Science que j'ai présenté avant, c'est que selon lui, une évolution logique, ce serait que les coronavirus, le SARS-CoV-2, se spécialise pour ces voies aériennes supérieures où il pourra d'une certaine manière échapper à l'immunité tout en maintenant une transmission. Donc dans les deux cas, cette idée que l'immunisation de la population devrait sélectionner des souches moins virulentes. Il y a beaucoup d'inconnus. Faire des prévisions, c'est très compliqué, surtout quand ça concerne le futur. On le voit aujourd'hui avec les variants. Alors, on voit deux choses. Déjà, il faut voir que ces variations de virulence, parce qu'il faut que vous ayez des variations de virulence pour avoir de l'évolution de la virulence, elles sont encore peu documentées. Sur les variants, pour le moment, on ne sait pas s'ils sont plus ou moins virulents. Et en particulier, on voit aussi que certains des variants sont capables d'échapper à une immunité préexistante. Donc ça remet un peu en cause les hypothèses des deux modèles précédents qui sont que vous construisez une immunité qui empêche les Covid sévères.
Donc, il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Est-ce que le coronavirus, finalement, peut évoluer? Est-ce qu'il existe des souches de virulence différentes? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres scénarios évolutifs qui consisteraient à échapper à l'immunité plutôt qu'à finalement basculer vers un mode de vie typique des coronavirus saisonniers? Et il y a encore plus d'interrogations si on s'interroge sur des potentiels compromis adaptatifs. Est-ce que des souches plus virulentes pourraient être plus transmissibles? On n'en sait rien. Et alors là, sur les interactions potentielles avec d'autres virus, les co-infections, on est encore plus dans l'inconnu. Donc pour finir, voilà, on est dans un scénario qui a été popularisé sous le nom de Reine Rouge par Van Velen, donc de course coévolutive finalement entre le virus et son hôte. Alors évidemment, l'homme n'évolue pas à la vitesse du virus, mais on l'a vu, la réponse immunitaire humaine, l'immunité acquise est un petit peu une sorte d'évolution. Et évidemment, les politiques de santé sont aussi une manière de répondre à l'évolution virale. Et donc toute la question, il y a un peu deux scénarios en fait classiquement dans cette course coévolutive qui sont soit une course aux armements, c'est-à-dire les hôtes développent des moyens de défense de plus en plus sophistiqués et les parasites développent des moyens de contourner ces défenses de plus en plus élaborées aussi. Donc ça, c'est un des scénarios coévolutifs. Et l'autre scénario coévolutif, c'est la coexistence pacifique, où au contraire, l'hôte va diminuer ses défenses et le parasite va diminuer sa virulence. Dans les deux cas, c'est pas un choix. Enfin, pour l'homme, c'est un choix conscient. Pour les virus, évidemment pas. Mais voilà, tout l'enjeu est d'éviter cette course aux armements et d'essayer d'aller vers une coexistence pacifique. Et de ces approches, c'est pour ça que j'ai mis les portraits de Pasteur et Darwin. L'idée pour aller vers cela, c'est finalement d'avoir à la fois une approche microbiologiste et aussi une approche plus environnementale de biologie de l'évolution. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je serai évidemment à votre disposition pour répondre à des questions, je pense, après le prochain exposé. Vous voulez qu'on fasse les questions? Donc, on fait les deux topos l'un derrière l'autre et on cause après, c'est ça, Laurent-Alph? Moi, ça me va, oui. Ça dépend de Samuel et de Super. Vincent. Moi, c'est comme vous voulez. Je me Ok. prête Super. au jeu qui vous convient. Ouais, ok, on va faire comme ça. Très bien, super. Donc, on va parler d'un domaine un tout petit peu différent, qui est plutôt du monitoring viral. Donc, on a demandé à Vincent Maréchal, qui est prof à la Sorbonne Université et qui est cofondateur du réseau OBEPIN, donc Observatoire épidémiologique des eaux usées, de nous raconter ce dont on entend parler beaucoup en ce moment, c'est-à-dire le suivi des eaux usées comme élément qui pourrait nous aider à comprendre l'évolution de ce virus qui est quand même assez surprenante à l'heure actuelle. On entend parler tous les jours de cette espèce de jeu de chat et la souris entre les modélisateurs qui nous disent « Oh là là, ça va être la catastrophe ». Un certain nombre de docteurs, dont moi, qui pensent que ça va être bientôt la catastrophe. Et puis, une évolution virale qui semble nous contredire, dont je ne comprends pas très bien d'ailleurs à l'heure actuelle comment elle fonctionne. Donc, mais probablement, une des manières de regarder ça, c'est ce que tu fais. Et merci à toi, Vincent, de nous raconter un peu ce que vous avez comme idées, résultats et peut-être nouvelles fraîches d'ailleurs, sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur Covid et les variants éventuels. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, je vais essayer de… Voilà. Est-ce que l'écran est partagé, là, c'est bon? Oui, on voit très bien. Très bien. On ne voit pas ta tête parce que tu as dû couper ta vidéo, je pense. Je peux la remettre pour dire que c'est bien moi qui parle. Sinon, on peut rester C'est comme tu veux. C'est comme vous voulez. Voilà, écoute, je ne vais rien changer. Je reviendrai en physique dans quelques instants. Ça m'évitera de faire des bêtises. Donc, en fait, oui, merci de cette invitation. Donc, OBEPIN, c'est, comme tu viens de le dire, donc un observatoire. L'idée, c'est donc de développer un réseau sentinelle national qu'on espère devenir pérenne, puisqu'on veut faire la preuve de concept de l'intérêt de ce réseau dans le cadre de la Covid-19. Et vous verrez en fait que le modèle peut être décliné pour finalement n'importe quel type d'agent pathogène, voire même des polluants chimiques et d'autres molécules tout à fait intéressantes. Alors, c'est un projet de recherche au départ, donc soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et auquel participent de très nombreuses tutelles.
Alors, très brièvement, quel est le principe? Alors, Samuel vous a fait naviguer dans les hautes sphères de l'évolution. Nous, on est vraiment très terre à terre. L'idée est relativement simple, bien que le SARS-CoV-2 soit à l'origine d'une infection des voies respiratoires supérieures et inférieures. Comme vous le savez, donc dans à peu près la moitié des cas, c'est difficile de faire des statistiques parce que ça dépend beaucoup des classes d'âge, mais on sait qu'il y a un portage asymptomatique qui est très, très important et qui joue un rôle très important aussi dans la contamination, comme on vient de le voir. Eh bien, on sait qu'à côté de cette infection des voies respiratoires, il y a probablement une infection, une réplication au niveau du tube digestif, avec une excrétion du virus dans les selles. Donc, les premiers travaux de janvier, février dernier, alors quand je dis février dernier, je parle déjà il y a un an, nous avaient incité donc à regarder ce qui se passait dans les selles, et on a eu des réflexes finalement d'infectiologues assez classiques et de gens préoccupés aussi par des problèmes environnementaux. C'est que si le virus est présent dans les selles, eh bien, il finit dans les égouts, et des égouts, il va dans les stations d'épuration. Donc l'idée est relativement simple. Elle est de dire que finalement, si on peut détecter le virus et on peut le quantifier dans les stations d'épuration, potentiellement, on peut essayer d'avoir un reflet indirect, un indicateur qu'on appelle macroépidémiologique, de ce qui se passe dans les populations. Donc ça, c'est l'hypothèse de travail. Alors, ça a été un projet un petit peu compliqué à lancer, avec des objectifs de recherche, encore une fois, mais qui sont très vite devenus des objectifs opérationnels. Donc, l'originalité d'Aubépine, d'autres travaux, hein, notamment aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, avaient, dès le mois de mars, détecté le virus dans les eaux usées, et on avait montré que la détection du génome viral, puisque c'est bien du génome viral dont il s'agit, était antérieure de quelques jours, voire de quelques mois avant la description des premiers cas. Et alors, ce on a proposé, c'est vraiment l'originalité d'Aubépine, c'est non pas simplement de détecter dans les stations d'épuration le virus, mais de le quantifier. Vous allez voir que ça change radicalement la perspective. Alors, l'idée ensuite, c'est de décliner autour d'Aubépine un certain nombre de questions: l'évaluation du risque sanitaire, la validation d'un indicateur macroépidémiologique qui n'existait pas évidemment il y a quelques mois, et puis progressivement d'essayer d'adosser à des problématiques de recherche des plans d'action et des déploiements locaux de plans d'action pour mieux appréhender la circulation du virus sur les territoires. Alors, très brièvement, l'histoire a été un peu longue, hein. Les débuts ont été difficiles, pour ne rien vous cacher. On a commencé, nous, à analyser les eaux de 5 stations d'épuration d'Île-de-France, hein, dès le mois de mars dernier. On a essayé de motiver pas mal de collègues autour de cette question-là. Donc, très vite, on a agrégé finalement des collègues de compétences très différentes, des mathématiciens, des virologues, des spécialistes de l'environnement ou des réseaux d'assainissement. Et on a eu beaucoup de mal, par contre, à convaincre de l'intérêt de développer cette approche. Alors, on a été très soutenus, et je tiens vraiment à les en remercier, par 3 académies: l'Académie des technologies, l'Académie de sciences et l'Académie de médecine, parce que certains collègues, notamment férus de l'analyse de certains pathogènes liés au risque orofécal, notamment dans les pays en voie de développement, je pense à des gens qui avaient travaillé sur le choléra, qui avaient travaillé sur les gastroentérites virales, nous ont dit mais oui, mais c'est bien sûr, c'est assez évident d'aller chercher dans les eaux usées un virus dès lors qu'on sait qu'il y a une proportion de la population qui en a dans le tube digestif. Donc on a été soutenus. On a été soutenu ensuite par le CAIR, qui était présidé par Françoise Barré-Sinoussi, et ça a enclenché un vrai dispositif de subvention, de financement par le ministère de la Recherche, qui nous a doté d'abord de 500 000 euros, puis ensuite de 3 millions pour développer un projet de recherche pilote sur d'abord 50 stations, qui sont devenues ensuite 150 stations d'épuration. Et puis là, on est en négociation pour voir s'il ne faut pas encore étendre de façon plus large le suivi. Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est que ce financement, on l'a obtenu à partir du mois de juillet. Les choses allant de juillet à septembre, on a recruté les stations d'épuration. C'est un dispositif qui est compliqué parce que les stations d'épuration sont sous l'autorité des collectivités. Entre les deux, il y a des opérateurs qui sont fréquemment des opérateurs privés, et donc disons que le dispositif a eu un peu de mal à se lancer. Mais de proche en proche, donc, on a recruté des stations d'épuration sur le territoire national. Et ces stations, il y en a 22 000 en France, hein. On ne les a pas choisies n'importe comment. Elles résultent d'un travail de stratification statistique qui est basé sur une trentaine de critères environ, qui caractérisent à la fois les bassins versants, la taille des populations, l'activité économique, la démographie éventuellement locale des bassins versants. Donc, on a identifié 150 stations qu'on appelle des stations mères. Et à chacune de ces stations mères, de stations d'épuration, on a associé des stations qu'on appelle des filles, qui sont des sortes de relais statistiques qui nous permettent de vérifier un certain nombre d'hypothèses. Et puis donc depuis septembre, on a développé au sein de ce consortium qui réunit de très nombreuses équipes de recherche une plateforme d'analyse Sorbonne Université Hauts-de-Paris qui est à Évry actuellement. Alors ce réseau Sentinelle National,
comme je vous le dis, c'est à la fois la construction avec une approche statistique d'un réseau de stations d'épuration. C'est aussi une des missions d'Aubépine de développer des protocoles, rechercher le génome viral et le quantifier dans les eaux usées. Ce n'est pas totalement une sinécure. Donc, on a mis en place des protocoles qu'on a validés et qu'on distribue aux laboratoires qui souhaitent participer au réseau. C'est aussi la mise en place de 2 systèmes de recueil d'informations sécurisés. Donc, un premier réseau qui collecte les données de charge virale des eaux usées et qui est monté par Aubépine, et puis un deuxième tuyau qui transfère ces données sur une plateforme sécurisée du ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, l'idée étant ensuite de déployer l'information auprès des collectivités, des agences régionales de santé. Alors, parce qu'on a eu du mal à convaincre certaines collectivités, on a dû mettre en place d'abord une charte de confidentialité avec les collectivités, parce que, je vais vous dire les choses franchement, au mois de mai, de juin, le virus ne circulait pas beaucoup en France, et certaines collectivités qu'on avait sollicitées nous ont dit, écoutez, nous, on a une saison balnéaire qui va commencer, on ne veut pas qu'on dise qu'à tel endroit, vous avez trouvé du SARS-CoV-2 dans les stations d'épuration, donc on souhaite que tout ça soit fait de façon confidentielle. Malheureusement, il y a également une loi sur l'ouverture des données, ou heureusement plutôt, qui nous a progressivement permis de faire évoluer cette charte. Et à l'heure d'aujourd'hui, depuis le 25 janvier dernier, on publie maintenant régulièrement les tendances de charge virale dans les stations d'épuration. Donc, c'est un travail d'ouverture de données qui est très, très chronophage, mais auquel on se tient. Alors, ce dispositif étant construit, on travaille évidemment, ça représente environ 600 échantillons par semaine qui viennent partout de France. Donc, on a des laboratoires qui sont sous convention. On a 22 laboratoires qui ont souhaité s'associer au dispositif, mais 9 seulement ont réussi à valider les essais interlaboratoires qu'on a mis en place. Et donc, on a mis en place un réseau sur l'ensemble du territoire national, donc avec des stations mères, vous les avez ici représentées sur cette carte, qui sont chacune donc, connectées à des laboratoires de référence. Et donc, 2 fois par semaine, on fait des prélèvements en station d'épuration, on prélève environ 15 à 20 millilitres d'eau usée. Ces échantillons sont acheminés à des laboratoires de référence. Ces laboratoires de référence quantifient les génomes viraux dans les eaux usées et transmettent de façon sécurisée ces données sur le site Internet qu'on a développé. Alors, à côté de cette question, je reviendrai tout à l'heure à la valeur épidémiologique. On nous demande de faire de l'évaluation du risque. On n'avait pas prévu de se poser cette question au départ, mais c'est une demande récurrente maintenant de nos tutelles. Alors, l'évaluation du risque, c'est tout simplement de savoir si le virus présent dans les selles est infectieux ou pas, s'il est infectieux dans les égouts, les stations d'épuration, dans les rejets liquides. Donc, comme vous le savez, hein, les eaux des stations d'épuration séparent une phase solide qu'on appelle les boues d'épuration, qui sont des boues qui peuvent être utilisées, épandues sur les champs et utilisées à des fins agronomiques. Et puis, on a des eaux sales, évidemment, qui sont rejetées dans les eaux de surface. Donc, à cette occasion-là, beaucoup de Parisiens ont découvert que les stations d'épuration déversaient les eaux usées dites traitées dans les eaux de surface. Et donc, la question s'est posée de savoir si ces virus qui étaient présents dans les eaux de surface pouvaient également contaminer les coquillages, notamment les huîtres, les moules. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun risque sanitaire avéré, mais on nous a questionné très régulièrement sur ces points-là. Alors, je dirais très vite là-dessus. Donc, l'objectif, encore une fois, nous, c'est de faire de la recherche, hein, c'est donc de publier les données, de les faire valider par nos pairs. Donc, on a pu récemment démontrer en fait que le virus coexiste dans 3 états différents. Donc, un état infectieux donc, que vous connaissez maintenant, hein, donc avec cette enveloppe qui est une source de fragilité pour le virus. Et puis, ce génome ARN qui est dans la particule virale et qui est associé à des protéines, des nucléoprotéines. Donc ça, c'est la forme infectieuse, facile à détecter en RT-PCR. Et puis, on a pu montrer qu'en fait, il existe une forme intermédiaire qui est une forme de génome protégé probablement par des protéines virales, facile à détecter en PCR, mais qui n'est plus infectieux. Et donc ça survient notamment lorsque l'enveloppe virale est dégradée, alors dégradée par une température excessive, par les détergents, les gels hydroalcooliques en particulier. Et puis, il y a un troisième état, qui est un état dans lequel le génome viral se dissocie des protéines. Et là, on pense que très rapidement, l'ARN viral est dégradé par des RNases environnementales. Donc, c'est le fait que ces 3 états existent complique terriblement la lecture, finalement, des charges virales par RT-PCR, parce que l'on détecte facilement ces 2 formes-là, peut-être les 3, mais vous voyez que le risque infectieux n'est lié qu'à la première. Alors, on s'est intéressé au risque de transmission fécale, notamment en collaboration avec l'ANSES. On a pu montrer dans un modèle de hamster qui marche très, très bien pour reproduire l'infection,
pas pour reproduire les signes cliniques, mais il reproduit bien l'infection. On a pu montrer qu'on retrouve du virus dans les selles des hamsters à des quantités très élevées, mais qu'il y a un très très faible risque de transmission par les selles entre les animaux. Alors, on a pu montrer et essayer d'apporter des éléments fonctionnels qui expliquent ça, notamment en mélangeant du virus infectieux avec des selles de hamsters sains, et on a pu montrer que très rapidement, en l'espace de quelques heures, eh bien, les selles dégradent le virus, en tout cas probablement dégradent l'enveloppe virale, donc il y a une perte importante du virus infectieux. En revanche, le génome viral protégé, lui, est stable pendant des jours, voire même des semaines. On a pu montrer également que les selles humaines sont virucides. C'est une étude qui a été conduite à la fois avec des donneurs de selles parisiens et dakarois. On a récupéré donc des selles humaines de sujets négatifs et on a montré de la même façon que les selles humaines, avec une certaine variabilité, étaient capables d'inactiver la forme infectieuse du virus. Donc, c'est des travaux qui sont en cours de rédaction. Et puis, on a posé le même type de questions dans les eaux usées. Donc, globalement, les eaux usées sont plutôt virucides, mais il y a une très, très grande hétérogénéité de composition. Et donc, le caractère virucide des eaux usées est tout à fait variable d'un site à l'autre et dépend évidemment des durées de transit, de la température des eaux usées. Donc, ça, c'est un travail qui est soumis à publication depuis quelques semaines déjà. Et puis, on nous a demandé, l'ANSES en particulier, nous a demandé d'évaluer le risque sanitaire lié aux boues qu'on épandait sur les champs. Donc, on a mis en place différents protocoles pour montrer qu'en fait, les processus d'hygiénisation des boues, notamment le chauffage des boues, le traitement à la chaux de ces boues d'épandage, permettait d'inactiver le SARS-CoV-2 de façon relativement efficace. Alors, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est plutôt l'outil épidémiologique, donc qu'apporte la quantification du génome viral dans les eaux usées. Alors, on se pose 4 questions. Est-ce que d'abord, il y a une relation directe entre les charges virales dans les eaux usées et le niveau de circulation dans la population sur un territoire donné, sur un bassin versant? Est-ce qu'on peut voir à travers les eaux usées, les variations de charge virale, l'effet de certaines mesures collectives, notamment les mesures de confinement, les mesures de couvre-feu? Est-ce qu'on est, et ça c'est une des grandes questions, est-ce qu'on est prédictif de la réapparition du virus sur un territoire ou de la recirculation du virus sur un territoire? Et enfin, une question qui n'est pas très simple à traiter, c'est est-ce que cette approche est sensible? C'est-à-dire, finalement, avec quelle acuité peut-on détecter une personne dans la population, a fortiori une personne non symptomatique, en analysant les eaux usées qui recueillent ces selles? Donc, ces 4 questions sur lesquelles on a des niveaux d'avancement assez variables. Et je vais juste prendre un exemple qui est l'Île-de-France, donc la première région qu'on a analysée en détail, sur laquelle vous avez déjà énormément d'éléments de réponse. Alors, vous avez sur ce graphique en haut un indicateur qu'on a construit, qui est un indicateur composite, qui en gros est corrélé à la charge virale dans les eaux usées. Et puis, vous avez en jaune donc les points qui sont la courbe qui est déduite. Alors, il y a un traitement mathématique assez poussé qui nous permet de générer ces courbes de tendance. Donc, vous avez ici la charge virale dans les eaux usées d'une station d'Île-de-France. Et puis, vous avez donc les zones grises qui représentent les périodes de confinement et la zone crème ou beige qui représente les différents couvre-feux. Alors, le graphique en bas, lui, vous indique 2 indicateurs qu'on a souhaité prendre, qui sont des indicateurs épidémiologiques individus centrés. Donc, brièvement, en gros, le taux de positivité et le nombre de tests positifs. Alors, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est qu'on répond à pas mal de questions finalement. À l'occasion de la première vague, on voit très très bien que les niveaux d'abord de circulation du virus en Île-de-France étaient très élevés et que la période de confinement, mais un confinement très strict, vous vous en souvenez, a permis de bloquer la circulation du virus dans la population générale, mais également dans les eaux usées. Donc, on est un bon reflet de ces mesures très stringentes qui ont permis quand même de contrôler la circulation du virus au printemps. Alors, est-ce que c'est vrai tout le temps? Pas forcément. Vous voyez que les périodes de couvre-feu et de confinement du mois on va dire, finalement de fin octobre à aujourd'hui, ont eu un effet beaucoup plus modéré sur la réduction de la circulation du virus en Île-de-France. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'effet. Il est toujours difficile d'ailleurs d'associer cet effet-là strictement aux mesures qui ont été prises, parce qu'on a d'autres territoires qui nous donnent des images un peu différentes, mais on peut dire globalement qu'il y a eu un effet et qu'il y a une réduction, mais sur des niveaux de circulation qui sont excessivement élevés. On a en gros une échelle qui est ici une échelle logarithmique, et on considère en règle générale qu'entre 0 et 50 sur un territoire donné, la circulation est plutôt faible. Entre 50 et 100, elle commence à être moyenne à importante, et au-dessus de 100, on a affaire à des niveaux de circulation importants. Ce que vous voyez, c'est que finalement, les niveaux de circulation du mois d'octobre-novembre dernier étaient assez proches de ceux qu'on avait obtenus au cours de la première vague. Voilà. Et puis, vous voyez très bien que le confinement strict du mois de mars a eu un effet très radical sur la circulation du virus, alors que les confinements
successifs et couvre-feux successifs ont eu un effet beaucoup plus modéré. Donc ça, c'est la première chose. Oui, globalement, et on voit bien quand on regarde les indicateurs individus centrés, on a un reflet assez bon finalement de ce qui se passe en population. Alors la deuxième question qui nous est toujours posée, c'est est-ce qu'on est prédictif? Alors j'aime pas trop cette expression, et puis je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Il faut regarder l'ensemble des indicateurs. Alors ce que l'on voit sur l'été de façon très claire, c'est qu'au 20 juin dernier, nous avons redétecté un virus dans les eaux usées d'Île-de-France alors qu'il avait disparu quasiment depuis, on va dire, la fin du confinement, un peu avant la fin du confinement même. On le redétecte, vous verrez tout à l'heure, on a signalé cette présence aux agences régionales de santé et on a prévenu, on a dit faites attention, non seulement le virus revient, mais on s'inscrit dans une tendance à la hausse qu'on retrouve sur les 5 stations d'Île-de-France que l'on suit. Alors ça, c'est les signaux que nous, on voyait dans les eaux usées fin juin dernier, et vous voyez en fait que les indicateurs individus centrés, eux, ne se sont remis à vibrionner qu'à partir de fin juillet, début août. Donc c'est vrai que si on prend la deuxième vague comme modèle, et on est en train d'implémenter d'autres indicateurs aujourd'hui, les appels à SOS médecins, les appels aux ambulances, etc., très clairement, on est effectivement dans une avance qui est assez remarquable, qui est une avance de quasiment 3 semaines à 1 mois. Ce n'est pas vrai sur tous les territoires. On a des territoires, notamment les stations balnéaires cet été, ont marqué une avance beaucoup moins importante pour des raisons qu'on peut quand même comprendre en partie. Alors, la question qui se pose souvent, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit en préambule, hein, on considère que les eaux usées, c'est maintenant une sorte de, pas une référence, mais disons un indicateur qu'on ne peut pas ne pas regarder. Je vous ai ici fait un copier-coller de l'article publié dans Le Monde le 8 juillet 2020, qui disait en fait qu'on avait signalé effectivement cette augmentation, cette réapparition du virus dans les eaux usées, mais vous voyez que le message de l'Agence régionale de santé par la voix de son directeur à l'époque était beaucoup plus, on va dire, voilà, beaucoup plus fragile. Donc Anne Souris également, qui est la jointe à la maire de Paris, disait c'est peut-être un signe, mais est-ce que l'épidémie repart? On n'en sait trop rien. C'est une inquiétude. Il nous faut des éléments complémentaires. Et Aurélien Rousseau réenchérissait en disant nous avons pris connaissance de ces analyses, mais nous devons construire la méthode pour les exploiter. Nous ne voulons pas nous engager sur de fausses pistes. Alors, fausse ou pas, je ne sais pas, c'est toujours facile de rejouer le match une fois qu'on a le score. Le fait est que ce qu'on voyait, c'était effectivement déjà la seconde vague. La question est de savoir ce qu'on aurait pu faire pour ralentir cette seconde vague durant l'été. L'autre question qui se pose, c'est pourquoi une telle précocité? Il y a une des explications qu'on est en train de vérifier aujourd'hui. Vous la retrouvez probablement dans ce petit graphique que j'ai emprunté à Santé publique France, qui montre en fait l'incidence du virus par classe d'âge. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'au 1er juin, on est dans une décroissance de l'incidence chez les plus âgés. Donc, effectivement, tout le monde disait que ça s'améliorait et que ça allait plutôt bien. Et puis, si on regarde bien, eh bien, on voit qu'il y a une réaugmentation de l'incidence dans une classe d'âge très préoccupante qui est la classe des 15-44 ans. Alors, si on regarde avec plus de finesse, ça a commencé plutôt aux alentours des 15-30 et ensuite des 30-44. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que le virus a recirculé cet été, d'abord dans des populations jeunes, donc dans des populations peu symptomatiques. Donc dès lors que les indicateurs que l'on prend sont des indicateurs syndromiques, évidemment, on est forcément plus en amont, si vous voulez, quand on regarde les eaux usées, qui, encore une fois, recueillent les selles des gens, qu'ils soient malades ou simplement porteurs non symptomatiques. Donc ça, c'est une des explications qu'on essaye de creuser et de formaliser dans un article qui est en préparation aujourd'hui. Alors, l'idée d'Aubépine, c'est aussi globalement de mieux connaître et de mieux modéliser. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a donc une équipe de mathématiciens avec lesquels on travaille qui essayent de traiter avec nous la question, est-ce qu'on peut relier les quantités de virus dans les eaux usées au nombre de porteurs dans la population? Alors aujourd'hui, malheureusement, dans cette équation, on a beaucoup d'inconnus. Si on a des idées approximatives de ce que peut sécréter un malade en termes de quantité de virus, de durée d'excrétion, de quantité maximale de virus, en revanche, chez les sujets non symptomatiques, il y a beaucoup plus d'inconnus. On ne sait pas quelles sont les quantités produites, sur quelle durée. Et on a mis en place un protocole clinique avec les collègues du CHU Saint-Antoine et avec le service de santé des armées pour essayer de traiter la question qui est sur la droite et qui est une vraie problématique pour nous pour avancer sur cette modélisation. Alors, une des idées importantes aussi, c'est de travailler donc globalement au plus près des territoires, notamment pour essayer d'orienter une réflexion plutôt que des plans d'action. Alors, on ne l'a pas beaucoup dit pour différentes raisons, mais en fait, on suit les égouts de Paris depuis le 11 mai dernier. Et vous avez ici une heatmap qui vous montre donc, sur certains collecteurs que l'on suit comment le virus, entre la semaine 20, donc là on est à peu près au 11 mai, jusqu'à la première semaine de janvier, eh bien, comment le virus a pu circuler sous Paris avec, on le voit, certaines périodes et certains collecteurs qui sont au rouge alors que d'autres sont dans des situations un petit peu plus calmes. Donc on a redéployé avec le soutien de la mairie de Paris ce type de
de surveillance, mais cette fois-ci en s'orientant davantage sur des quartiers sensibles, des quartiers dans lesquels malheureusement on pense que les mesures barrières sont moins bien adaptées ou moins bien suivies et dans lesquels il pourrait y avoir une circulation plus importante du virus à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en cours avec la ville de Paris. Et puis, on a d'autres projets un peu curieux. Alors, parmi les 150 stations qu'on a choisies, on a des très grosses stations. Hein. L'Île-de-France, une station d'épuration en Île-de-France, c'est entre 500 000 tubes digestifs à, je sais pas, 1 à 2 millions de tubes digestifs. Et puis, on a des stations de très petite taille, notamment celle de l'Île-Dieu, qui nous intéresse beaucoup. Tout simplement parce qu'en matière d'épidémiologie, quand on a affaire à une île, on se dit toujours qu'on va mieux contrôler les entrants et les sortants. Et c'est une expérience qui nous a intéressés à 2 titres. Alors, premier titre, c'est qu'on a suivi les stations de l'épuration de l'Île-Dieu à partir du 27 juillet dernier, et on a eu un premier signal positif dans la station d'épuration au 3 août. Alors, il se trouve que par chance, l'ARS de Vendée avait décidé de mettre en place un barnum. Il n'y avait pas de cas cliniques sur l'île, il n'y avait pas de cas symptomatiques, mais ce barnum a permis de dépister 6 patients asymptomatiques, 6 sujets asymptomatiques sur près de 1000 personnes testées. Donc, vous voyez à peu près, ça donne une idée très approximative de la sensibilité de l'approche, mais elle est assez comparable finalement avec des études qui avaient été menées dans un dortoir en fin août, début septembre, dans l'université d'Arizona, qui avait trouvé à peu près le même type de signal et pour à peu près la même proportion de porteurs non symptomatiques. Et puis plus récemment, donc on suit l'Île-Dieu. Là, vous avez le graphique, ce sont les graphiques qu'on met en ligne maintenant très régulièrement. Donc là, vous avez l'indicateur de circulation sur l'Île-Dieu. Et alors l'Île-Dieu est très caractéristique parce qu'elle nous fait des grandes vagues. Vous me direz, c'est un peu normal quand on est une île, mais c'est des vagues qui sont très intéressantes parce que quand on essaye de comprendre pourquoi tout à coup on a des grandes augmentations, eh bien il suffit de caler sur ces grandes phases d'augmentation les périodes de vacances scolaires. Donc, à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires, et le maire de l'Île-Dieu, qu'on appelle régulièrement, nous dit, moi, il suffit que je regarde les bateaux qui sont dans le port de l'Île-Dieu, je vais vous dire qu'on va avoir une vague. Et ça ne rate pas. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une augmentation. Il y a souvent, en fait, des enfants qui rentrent chez eux et quelques touristes. Une augmentation de la charge virale. Les collègues de l'Île-Dieu prennent des mesures, ça diminue. Et puis, ça a recommencé, là, début janvier, à nouveau une vague. Ils ont pris des mesures et hop, ils arrivent à contrôler plus ou moins bien la circulation sur l'Île-Dieu. Donc ça, c'est des analyses qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut remonter dans les réseaux? Alors oui, on peut le faire, on pourra en discuter si le sujet vous intéresse. C'est beaucoup plus compliqué de prélever un égout parce qu'il y a une question de fréquence d'échantillonnage et de bon temps pour le faire. Donc, on est en train de développer aujourd'hui des capteurs passifs qu'on immerge dans les égouts et qui vont venir recueillir les particules virales sur environ 12 à 24 heures d'immersion. Donc, c'est un projet qui a été soutenu par l'ANR. Et puis globalement, donc on essaye de mettre en place, de décliner un objet de recherche, ce qui doit encore rester, encore une fois, un objet de recherche à l'échelle locale, alors avec différentes stratégies. Et c'est une vraie discussion aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a mis en plus les données en ligne, moi je reçois tous les jours des dizaines de courriels de gens qui me demandent d'analyser les courbes, bon, ce qui ne fait pas partie du service rendu, mais bon, on se prête à l'exercice. En tout cas, il y a des images. Je pense que le premier message qu'on a, maintenant qu'on suit, on suit une centaine de stations d'épuration aujourd'hui. Les données sont mises en ligne, alors plus ou moins régulièrement. Là, on a un souci aujourd'hui, mais sont mises en ligne, sont rafraîchies chaque semaine à peu près. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit une diversité de situations et la nécessité de mettre en interaction les données eau usée et d'autres données. Donc là, j'ai pris la tension en réanimation et on voit des situations très différentes. Vous regardez Rouen, Rouen, on voit que finalement, depuis l'été et depuis septembre, on a un niveau qui est relativement stable, qui est très élevé, pas excessif, mais très élevé, et une tension en réanimation qui est moyenne. Donc, c'est une situation que les gens, même localement, ne trouvent pas, pour cette raison-là en tout cas, ne trouvent pas préoccupante. Si vous regardez maintenant une des stations d'épuration d'Île-de-France, eh bien, vous retrouvez là une des courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. On est sur une décroissance très, très relative, une tension en réanimation qui est déjà sensiblement plus importante et surtout sur un niveau de circulation élevé. Alors là, les données, je ne les ai pas rafraîchies, elles datent du 1er février et je dois vous dire que les données que j'ai obtenues ce soir m'inquiètent un petit peu puisque ces tendances que nous avions qui étaient soit stables, soit en décroissance, sur la dernière semaine, sans montrer une réaugmentation des signaux dans les eaux usées d'Île-de-France, ce qui n'est pas un très, très bon message. Donc, on va faire une petite note à la DGS ce soir pour les sensibiliser à ce changement de tendance qui nous préoccupe un petit peu.
Alors, si on regarde maintenant Toulouse, Toulouse, on est sur des niveaux remarquablement élevés. On a vraiment percé les plafonds qu'on s'était fixés, avec une reprise qui est une reprise depuis début janvier. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur pas mal de territoires. La tension en réanimation est raisonnable, mais si vous prenez à l'opposé Marseille, eh bien Marseille, non seulement on crève les plafonds, mais on est sur des systèmes, et ça vous le savez sans doute si vous avez des collègues dans le sud, un système en réanimation qui est pas loin d'être débordé, en tout cas qui est en très forte tension. On voit ça à Marseille, et je ne vous l'ai pas mis ici, mais on voit ça également sur Nice. Alors, comment analyser cet indicateur? Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut regarder les courbes en prenant deux paramètres en considération. La tendance, est-ce que ça monte, est-ce que c'est stable, est-ce que ça diminue? Et surtout, le niveau de circulation. Vous l'avez peut-être vu lors de, il y a 3 semaines, un mois, lorsque Olivier Véran a indiqué qu'on ne reconfinerait pas, on a eu le plaisir ou la surprise, je ne sais pas comment il faut le prendre, de voir que les eaux usées d'Île-de-France avaient été utilisées comme indicateur. Alors, moi, je suis un petit peu réservé sur cette utilisation aussi rapide. Ce qu'on voit en Île-de-France, malheureusement, la tendance est en train de changer, mais c'est effectivement soit une diminution, soit quelque chose de plutôt stable, mais sur des niveaux très élevés. On n'est pas du tout sur une zone de confort. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est non seulement regarder ces deux paramètres, mais croiser systématiquement avec d'autres indicateurs individus centrés, tout simplement aussi parce que ce que l'on voit, nous, c'est un niveau de circulation global, mais comme vous le savez, on ne va pas avoir la même tension hospitalière selon que le virus circule chez des enfants, selon qu'il circule chez des jeunes ou selon qu'il circule dans des EHPAD ou chez des gens très âgés. Donc, il faut vraiment prendre en considération ces deux paramètres. Alors, aujourd'hui, on a une démarche qui intègre un certain nombre de messages plutôt. Quand une collectivité nous téléphone en nous disant, comme à Marseille, ça a l'air d'être chaud chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Revérifier les gestes barrières, tout simplement. Et moi, quand je téléphone à Marseille ou à Nice, on me dit, le masque, on l'a dans la poche, quoi, mais dans la rue, il fait beau, on ne met plus de masque. On nous dit aussi, il faut regarder si la circulation est diffuse ou localisée. Il peut être pertinent de regarder dans un égout, dans un collecteur, quand le virus ne circule quasiment pas sur un territoire. Dès lors que le niveau de circulation est élevé sur tout un territoire, aller regarder les égouts, à mon avis, n'apporte pas une grande information. Donc, il faut poser la bonne question avec le bon outil au bon moment. La question, moi, qui me préoccupe beaucoup, c'est les milieux précarisés, les milieux fragiles, où on sait que les gestes barrières ne sont pas toujours faciles à, ou tout simplement le niveau d'information des gens n'est pas forcément aussi bon que ce qu'on peut imaginer. La question des écoles, je pense qu'il faut la relativiser. Il y a une question de protocole sanitaire davantage que de risque de transmission en classe. Et puis, effectivement, moi, ce que je trouve très problématique, et on doit se poser la question sur les territoires où ça circule beaucoup, c'est le respect des protocoles d'isolement. Moi, je suis surpris de voir que même aujourd'hui, on n'est pas capable d'évaluer avec précision combien de temps les gens sont isolés quand ils sont cas contact ou quand ils sont a fortiori positifs. Voilà. Et puis, évidemment, il y a cette dernière question qui est l'impact des variants. Alors, on est en train de l'aborder. Vous savez, Samuel aurait pu le dire tout à l'heure, c'est que finalement, on est parti sur une souche, en tout cas majeure à Wuhan en décembre dernier. Et puis aujourd'hui, c'est des milliers de souches qui sont en circulation avec effectivement certaines souches avec des potentiels de contagiosité différents, de virulence peut-être, ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Donc, on est, alors là, je vais juste faire la connexion avec ce qui était dit tout à l'heure. Il y a effectivement, on le voit, une vraie lutte entre les variants. On lutte, nous, contre le SARS-CoV-2, mais les variants sont aussi en train de lutter pour les territoires qu'ils veulent conquérir, donc les autres en particulier. Et on voit qu'il y a une substitution, depuis très longtemps, une substitution de différents variants dominants, et ça nous préoccupe d'autant plus aujourd'hui qu'on peut en plus les tracer avec plus de facilité. Alors, je ne vais pas revenir sur l'impact possible des mutations, je ferai honte à Samuel. Je voudrais simplement dire que donc on analyse nous aussi les variants dans les eaux usées avec deux approches. Une approche dans laquelle on analyse les polymorphismes par des techniques de PCR ciblées. On s'intéresse à un certain nombre de polymorphismes d'intérêt, donc delta 69-70, qui est une des altérations qu'on voit sur le variant britannique, mais pas seulement. On s'intéresse beaucoup à la mutation E484K, qui est cette mutation qui semblerait être associée à une moindre efficacité des anticorps neutralisants. Et puis, en parallèle donc, de ces PCR ciblés qui nous permettent de quantifier de façon relative les variants par rapport aux formes sauvages. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que c'est un peu rapide comme interprétation. Voilà, vous avez ici un petit graphique qu'on a établi il y a quelques jours qui vous montre sur les différentes stations d'Île-de-France la courbe médiane de la proportion relative du variant Delta 69-70 en Île-de-France. Donc, vous voyez qu'on ne le détectait pas au 30 décembre. Et puis, on voit aujourd'hui, et surtout à partir de fin janvier, début février, une augmentation assez rapide de la proportion de ce variant
sur les formes dites classiques. Donc évidemment, c'est un signe de vigilance pour nous et c'est effectivement pas une bonne nouvelle quand on voit par ailleurs que dans les eaux usées, il semblerait que ça circule un petit peu plus. Voilà, donc on est en train de construire ce plan de surveillance et on est en train d'essayer de mettre en place un réseau pour faire de la métagénomique virale ciblée sur les variants SARS-CoV-2. Donc on est en train d'essayer d'organiser ça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de travailler avec les données cliniques. Disons que les gens travaillent de façon un peu trop indépendante aujourd'hui, mais on est en train de travailler sur ces projets de séquençage dans les eaux usées, d'autant maintenant on dispose d'une centaine de villes en France où on peut aller faire des sondages. Voilà, donc je voulais remercier les gens qui ont contribué au réseau. C'est vraiment un réseau collaboratif. Les fondateurs ont été au Haut-de-Paris et donc les collègues de Sorbonne Université, du CNRS et de l'INSERM, et se sont adjoints au réseau donc des collègues de l'Université de Lorraine, de l'Institut de recherche biomédicale des armées, de l'IFREMER. Et donc, le réseau aujourd'hui est excessivement pluridisciplinaire, mais ce qui nous permet aussi d'avoir un œil excessivement en recul par rapport aux données qu'on peut produire. Voilà, et donc on est soutenu financièrement par le MESRI, comme je l'ai dit, mais également par nos tutelles et par un certain nombre de collègues qui ont fait des efforts pour nous trouver des postes en soutien et en urgence. Voilà, merci beaucoup et je répondrai avec plaisir aux questions que vous auriez. Super, merci beaucoup, merci à vous deux. Jean-François? Oui, bon, merci tous les deux, oui, bien sûr. Bon, on va démarrer. Il y a quelques questions sur le chat. Vous n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à mettre vos questions sur le chat et on se chargera avec Jean Ringe d'essayer d'organiser les questions pour essayer de répondre à tout. Et puis, on va engager gentiment les discussions là. Donc, peut-être moi, je vais commencer par la première question qui m'est venue en entendant Samuel Alison tout à l'heure, qui parlait de relations qui paraissaient presque logiques entre la quantité de virus et la virulence. Et je voulais savoir si réellement c'était si logique que ça, et si on avait des données qui montraient que c'était sûr que plus on avait de virus et plus c'était dangereux. Ouais, non, c'est un raccourci peut-être c'est valable pour le VIH. Donc ça, je l'ai montré pour le VIH. Ensuite, par exemple, sur le SARS-CoV-2, on voit justement que il faut aussi distinguer ce qu'on entend par virus, parce que ça, on le voit sur le SARS-CoV-2, qui est qu'on peut détecter l'ARN sans nécessairement qu'il soit infectieux. Et donc là, il y a aussi toute la différence entre la détection et ce qu'on détecte. Sur la virulence, je pense qu'il y a vraiment ce côté de distinguer ce qui est la virulence qui est liée à l'immunopathologie. Ça a été montré expérimentalement sur certains systèmes où finalement, si vous coupez certains pans de la réponse immunitaire, vous diminuez la virulence. Et donc, la virulence semble vraiment être un effet collatéral de l'activation de certaines voies du système immunitaire. Donc, cette virulence-là, de la virulence qui est liée à l'exploitation directe des cellules par le virus, par exemple. Donc, pour le VIH, ça marche. Est-ce que c'est généralisable? Sur le SARS-CoV-2, par exemple, pour le moment, on ne sait pas très bien. Il y a même pour faire un lien entre charge virale et transmission, on voit que les deux coïncident à peu près, que le pic de cet intervalle sériel du nombre de jours du pic du nombre de jours auquel vous infectez quelqu'un en moyenne coïncide avec le pic de charge virale, mais une démonstration franche, est-ce que quelqu'un qui a une charge virale plus élevée est nécessairement plus infectieux? À ma connaissance, il n'y a pas encore de données robustes là-dessus. Alors, si on va dans la direction, vous l'avez eu tous les deux, de l'ARN stabilisé, donc si j'ai découvert en vous entendant qu'il était possible d'avoir, je pensais qu'un ARN, ça avait une demi-vie qui était hyper courte, et que là, donc manifestement, il serait donc pas dans une particule virale vivante, mais stabilisé par des protéines. Quelle est la demi-vie de cet ARN stabilisé? On a toujours, enfin moi personnellement dans ma tête, en voyant des formes graves à l'heure actuelle, j'ai l'impression, je n'en ai pas de preuve, que c'est la coexistence de la persistance d'un peu de virus et de l'arrivée d'anticorps neutralisants à faible quantité qui est responsable de l'aggravation franche des malades. En particulier pour les malades de réanimation, après une phase où on les tient comme ça, dès qu'ils sortent leurs anticorps, on a l'impression de les voir s'aggraver. Et donc, voilà,
toute cette idée d'anticorps facilitant avec la présence de Oui. virus, auquel on peut répondre, mais non, mais il n'y a plus de virus vivants, parce qu'on n'arrive pas à les cultiver. Et puis d'autres répondent, mais non, en microscopie électronique, on voit des virus vivants. Et donc, moi, je reste avec beaucoup de points d'interrogation sur cette idée. Donc, vous êtes arrivé à quelque chose qui dit, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y a plus trop de virus vivants à un certain degré de l'évolution naturelle de la maladie, tous les deux ou... Alors, moi, dans les eaux usées, je peux peut-être pas répondre pour la maladie, mais on a quelque chose qui converge assez entre ce que j'entends chez les malades et ce qu'on voit dans les eaux usées. C'est une discordance entre les signaux RT-PCR qu'on peut mesurer quand on fait le diagnostic et le niveau de contagiosité des patients. Ça, je crois que ça a été relativement bien établi, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une phase dans laquelle il y a du virus en quantité importante et contagieux dans la salive, et puis un moment où la RT-PCR continue à être positive, où on a l'impression que ce qu'on trouve dans la salive, c'est plus contagieux tel qu'on peut le mesurer en laboratoire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même pas trivial non plus de mettre du virus salivaire sur des cellules et de voir si ça infecte correctement. Il y a plein d'explications. Ça peut être neutralisé, ça peut être dégradé. Alors ça, c'est difficile. On a un peu la même chose dans les eaux usées, mais à une échelle différente, dans le sens où moi aussi, je partais du principe que l'ARN, parce que quand on travaille au laboratoire sur l'ARN, on n'a qu'une seule angoisse, c'est qu'il y ait des RNAs dans les tubes et qu'au bout de 2 minutes, il n'y ait plus rien. Bah, ce qu'on voit, c'est que dans les eaux usées, et c'est vrai dans les selles des malades, le génome viral, alors l'infectiosité, on l'a fait chez des donneurs de sels. En 6 heures, quasiment, tu perds 5 à 6 logs d'infectiosité dans les selles, alors que la quantité de génome viral est stable pendant 24 heures à 37 degrés Celsius. Donc, il y a cette forme qu'on appelle protégée. On ne sait pas exactement ce que c'est, hein. Elle est plus infectieuse. Elle est protégée dans le sens où elle est plus accessible, où elle n'est pas accessible encore aux RNAs. En tout cas, par RT-PCR, peut-être qu'il est fragmenté, mais par RT-PCR, tu as suffisamment de cibles pour ne pas avoir de diminution de signal. Et vous n'avez pas essayé de regarder en prenant la même quantité de virus dans les selles au tout début de la maladie versus après 25 jours, parce que c'est une des questions qu'on me pose, c'est Ouais. combien de temps ça reste dans les selles, de regarder la proportion de virus infectants à RT-PCR identique entre le début de la maladie et la fin de la maladie? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, en fait, il y a les études qui ont été publiées montrent qu'on trouve du génome viral par RT-PCR jusqu'à 6 à 7 semaines après l'apparition des signes cliniques. Donc, bien après, par exemple, bien après qu'on puisse le détecter dans les sphères, dans les voies respiratoires supérieures. Alors, il y a très peu d'études, en fait, hein, qui ont réussi à isoler du virus à partir des selles. Et c'est assez troublant, même le premier article de Nature qui a fait un peu référence pour caler le sujet, a montré qu'on pouvait avoir des charges virales de 17, 18, 19 équivalents génomes par gramme de sel et ne rien pouvoir identifier en matière de virus infectieux en culture. Et ce, même après les premiers jours de l'infection. Donc, même s'il y a des quantités de génomes absolument astronomiques, on a quand même le sentiment que la dose infectieuse dans les selles, les quantités de virus infectieux sont très, très faibles. Alors, moi, j'ai une question, j'ai plusieurs questions. J'ai une première qui est plutôt à Samuel, mais à tous les deux aussi. Comment vous pouvez expliquer au niveau aujourd'hui de l'évolution de cette pandémie, l'augmentation de l'incidence, même si elle n'est pas très importante, chez les enfants? Et quand je dis chez les enfants, alors il y a plusieurs tranches d'âge, mais on voit bien qu'il y a des choses qui apparaissent chez l'enfant et qui n'existaient pas avant. Est-ce que c'est parce qu'on est plus vigilant ou parce qu'il y a quelque chose qui change au niveau du virus, qui fait que les enfants sont plus susceptibles et que c'est peut-être, parce que si j'ai bien compris, si ça commence chez l'enfant, peut-être que c'est bon signe, qu'on est sur le versant d'un virus qui s'adapte finalement à l'homme. C'est pour Samuel, pour ce qui est de la virulence. Pour illustrer ça, je peux montrer, faire un peu de pub, un rapport qu'on a mis en ligne hier. On a analysé 40 000 tests RT-PCR qui ont été faits par le laboratoire Cerba qui a partagé les données avec nous. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que la proportion des variants, là, je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais Oui. là, j'ai Oui, tracé oui. la fréquence des variants dans toutes nos données en fonction de l'âge. Et on voit clairement que les variants sont plus présents chez les enfants. Ouais. Donc, il y a eu des hypothèses qui ont été mises en avant en disant, voilà, les variants, donc là, c'est les variants B117, là, trouvés en Angleterre, plus le B15153 trouvé en Afrique du Sud et le P1 au Brésil. On ne sait pas aujourd'hui si c'est un effet biologique, c'est-à-dire ces variants seraient plus infectieux pour les enfants,
ou si c'est un effet épidémiologique, c'est-à-dire que c'est une épidémie qui aurait repris, et Vincent en a parlé, si ça reprend dans une tranche d'âge plus jeune avec les écoles ouvertes, ça peut biaiser la chose. Donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse biologique là-dessus. Ce qu'on voit, c'est effectivement cette augmentation chez les enfants. Et pour vous montrer, ça c'est les estimations qu'on a faites sur ces tests jusqu'au 16 février sur la fréquence des variants, où en France, on serait potentiellement à une fréquence de variants beaucoup plus élevée que ce qu'on pensait. Donc voilà, au niveau de l'évolution naturelle, c'est ce qu'on espère, entre guillemets, c'est-à-dire que les enfants, soit l'immunité se fasse par les enfants, mais pourquoi ça augmenterait aujourd'hui? Voilà, soit c'est de la détection, soit c'est un effet épidémiologique, mais pour le moment, à ma connaissance, on ne peut pas encore trancher avec certitude. J'ai une question pour Samuel, tant qu'on le tient, parce que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui réponde, qui arrive à me donner une réponse audible. Il y a quelque chose de très intéressant avec les variants de la spike aujourd'hui, c'est l'apparition indépendamment des mêmes mutations et la sélection surtout de ces mutations sur différents territoires. La E484, on la trouve à plusieurs endroits, la Delta 69, 70, etc., etc. Donc la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et j'ai tendance à me dire que c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que si ces mutations sont sélectionnées de façon répétée, de façon indépendante, ça veut peut-être dire que l'espace évolutif du virus n'est peut-être pas si large que ça, et que finalement, on pourrait peut-être anticiper un jeu de mutations maximum sur la spike. Alors évidemment, ça peut toujours peut-être casser et partir vers autre chose, mais est-ce que finalement, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour la flexibilité des vaccins et cibler mieux les vaccins dans l'avenir sur quelques mutations finalement? Il n'y a peut-être pas autant de mutations que ça bénéfiques sur la spike. Mais ça, c'est une réponse que je n'arrive pas à avoir. Je ne sais pas ce que Samuel en pense. J'avais pas pensé comme ça en fait, parce que donc, sur ces mutations qu'on voit apparaître aujourd'hui, qui sont caractéristiques des variants, c'est vrai qu'elles apparaissent indépendamment. Après, elles étaient déjà apparues. On avait déjà vu des lignées, mais qui se sont éteintes, qui avaient la délétion, qui avaient la E480 et quelques. Donc, c'est des choses qui sont apparues. Moi, en fait, intuitivement, je l'avais pris du côté inverse. J'étais surpris de ne pas voir le virus évoluer plus rapidement, parce que c'est un virus qui apparaît dans un nouvel hôte, en fait, depuis les chauves-souris. Et à part la mutation des 614G, la première, celle du mois elle d'avant. s'est répandue tout de suite, et dont l'avantage était potentiellement moins élevé que celui qu'on voit aujourd'hui aux variants. J'étais finalement surpris de ne pas voir autant d'évolution. Donc moi, j'étais plutôt inquiet en fait, en me disant, finalement, tant que le virus évoluait pas du tout, qu'on ne voyait pas ces mutations, j'étais plutôt tranquille. Là, on a vu de fin 2020, coup sur coup, donc des variants. C'est vrai que nous, les variants, on y fait référence comme des choses qui sont différentes par l'infection qu'ils causent. Là, on voit aujourd'hui potentiellement le nouveau variant détecté dans plusieurs pays, entre autres en France. Donc moi, c'était cet emballement qui m'inquiétait un petit peu, dans le sens où tant que ça évoluait pas rapidement de manière adaptative, tant que c'était neutre, voilà, j'étais assez confiant sur les vaccins, etc. Si les polymorphismes, ceux qui sont sélectionnés sont un peu tout le temps les mêmes, est-ce que finalement, ce n'est pas rassurant? Parce que pas tant que ça, finalement, qui sont retenus. Et après, il y a la vision que j'ai présentée, là, qui était celle de Pierre Sonigo, qui disait, mais en fait, il est en train de s'adapter aux voies respiratoires supérieures, donc finalement, ça va aller dans le bon sens. Mais j'avais pas pensé effectivement que c'est vrai que ces contraintes génomiques. Il a peut-être un espace évolutif qui est plus contraint que ce qu'on imagine aussi. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup plus de virus qui circulent maintenant qu'il y a 6 mois, 8 mois, en globalité dans le monde? De variants, tu veux dire, au sens de virus de propension à muter, plus ils sont nombreux et plus ils ont de chances de changer, non? Exactement, oui, ça c'est aussi une des hypothèses sur pourquoi on l'a vu apparaître au Brésil, où au Brésil, ils ont un contrôle très très léger. Après, il y a l'hypothèse qui est aussi que cette adaptation à l'homme, parce qu'effectivement, certaines des mutations montrent qu'elles confèrent une adaptation élevée. Il y a l'hypothèse d'infection plutôt chronique chez des patients immunodéprimés qui offrirait, parce que d'habitude, en fait, l'infection est relativement courte du point de vue du virus, donc il y a peu de temps pour s'adapter, il y a tout de suite un nouvel hôte. Alors que si l'infection dure plusieurs mois, là, c'est une toute autre histoire, et le virus est soumis à une réponse immunitaire assez longtemps, mais plus faible. Et donc, voilà. Après, J'ai une question pour vous deux qui concerne virus et climat. Alors, tu as eu un peu, j'ai vu sur le chat quelque chose au cours de la pluviométrie.
moi, j'étais assez surpris, et puis je viens de discuter avec un de mes collègues qui est péruvien, où il fait plus de 30 degrés, et de voir arriver des nouveaux variants qui sont manifestement très adaptés à la chaleur tropicale. Donc, qu'est-ce que vous pensez du comportement et du comportement du virus vis-à-vis, d'une part, de la chaleur et de l'humidité, et puis bien entendu, pour Vincent, quel peut être l'impact de l'humidité, de la pluviométrie sur les mesures qu'il fait? Ça va un peu avec. Samuel, peut-être, météo et C'est une variant. question de virologue. Moi, je laisserai peut-être Vincent préciser. Moi, souvent, le côté climatique, je pense qu'il faut le réfléchir selon le niveau auquel on regarde. À un niveau international, on l'a vu aux États-Unis, c'est un virus qui peut très bien se propager en plein été et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Jusqu'à récemment, on n'avait pas énormément de recul pour travailler à un même échelon, quoi, à l'échelon français. Donc là, on commence à pouvoir voir ça. Ensuite, il y a toujours deux effets qui sont très compliqués à séparer dès qu'on regarde le climat, c'est l'effet comportemental et l'effet biologique. Certainement. Et donc là, je pense que je vais passer la parole à Vincent, mais je crois que Météo France avait eu des résultats qui semblaient assez intéressants sur des fenêtres d'humidité, de Ouais, température, ouais. mais c'est très compliqué de distinguer les deux effets. Mais ça traîne dans la littérature finalement, depuis que la virologie des virus respiratoires existe, hein. Je veux dire, c'est toute la question de la saisonnalité des virus. Et ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. À la composante comportementale, il fait froid, on s'enferme, on se contamine. Ça, voilà, c'est tout bête. Et puis après, tu as des biophysiciens des membranes qui nous disent: ah oui, mais vous savez, quand le temps est frais et humide, eh ben, il y a une biophysique de la membrane du virus qui le rend éventuellement plus résistant. Alors, il faut quand même se souvenir que, même si je sais qu'il y a un débat aujourd'hui, quand même, la transmission se fait par aérosol et par transmission respiratoire directe. Donc, le temps de portage, je ne suis pas sûr qu'il y ait un impact majeur Alors, il y a des physiciens qui jouent à ça, hein, qui regardent la taille du postillon et selon la température, à quelle vitesse il se désagrège. Donc, tout ça, c'est des choses qui se font. Les biophysiciens sont ravis de travailler là-dessus. Et puis, il y a la troisième chose qui n'est pas totalement idiote non plus, c'est de dire qu'en hiver, les organismes sont fatigués pour différentes raisons. Les voies respiratoires seraient éventuellement plus fragilisées par la température, etc. Et donc, du coup, rendraient les gens plus sensibles à l'infection. C'est vous qui êtes médecin, c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou pas. Il y a des carences en vitamines et on sait aujourd'hui que certaines vitamines peuvent jouer un rôle. Moi, je pense que c'est un cocktail dans lequel on va avoir du mal à sortir un seul fil à la fin. Mais pourquoi pas, hein. Donc, pas de variants plus adaptés à la chaleur que d'autres. Pourquoi pas, si tu confères une résistance une particule virale plus résistante à la... Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, quand même, c'est le comportement qui drive quand même, qui a l'air d'être le moteur principal. Et à la marge, tu sais, c'est ce qu'on a dit cet été. Les gens ont dit: ah oui, l'été, le virus va disparaître à cause des ultraviolets. Les ultraviolets, ça marche quand c'est dehors, hein, et que le virus est sur des objets. À l'intérieur, les ultraviolets n'ont pas d'action. Faut être un peu raisonnable sur le poids de chaque paramètre dans le dispositif. En revanche, il y a aussi une question qui est très intéressante aujourd'hui, je pense que vous la posez, c'est des variants à plus fort pouvoir de contagiosité et des courbes d'incidence qui sont quand même un peu à plat. Alors, quand les gens disent ça, on a l'impression qu'on met tout à coup tout le monde en porte-à-faux. Mais non, parce qu'on oublie également que dans la circulation d'un variant, on peut avoir un potentiel de contagiosité plus important. Mais si ce variant-là, tu le bloques par les masques et par des mesures barrières, tu retombes tu fais chuter le R0. Donc, il faut être raisonnable. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qui nous sert de référence, c'est quand même, et ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, je crois qu'on est sur un plateau de télé, tu voyais les Anglais dans la rue, sans masque, dans les pubs ouverts. Alors évidemment, si en plus la contagiosité du virus est élevée, c'est sûr que c'est un cocktail qui ne va pas bien. Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on s'en sort un peu avec les variants. C'est que moi, je pense que sur certains territoires, les gens ont vissé les boulons. On verra combien de temps ça va tenir, mais c'est peut-être ça qui nous aide à résister pour l'instant à la circulation de ces variants. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est le cocktail des deux qu'il faut regarder, ça c'est sûr. C'est un peu l'effet météo sur les variants, tu vois. Et c'est vrai que je voulais juste préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent on va être sauvé par l'été, et l'été arrive en faisant référence à l'été dernier. L'été dernier, on sortait d'un confinement très fort, et en plus, il y a eu une inertie après au mois de juin. Enfin, dire que le confinement c'est fini mi-mai, c'est un peu une blague. Et si on aborde l'été avec un plateau tel qu'il est là, ce ne sera pas du tout le même été que l'année dernière. Et les États-Unis en ont fait l'expérience, quoi. Donc, il y a vraiment un risque, voilà, à s'en remettre trop à la température. Après, pour préciser ce que disait Vincent, en fait, on l'a vu dans beaucoup de pays, c'est-à-dire les Anglais ont eu cette tendance un peu déclinante, puis ça a explosé, mais c'est un peu ce qui s'est passé au Danemark aussi,
où ils avaient les choses sous contrôle, et ensuite, et c'est vraiment un peu ces deux épidémies, quoi. Vous avez une épidémie qui stagne, voire qui régresse, qui est bien sous contrôle, qui est celle des lignées précédentes, et ce qu'on voit aujourd'hui, on pense nous dans les tests, et ce que Vincent voit aussi dans les eaux usées, c'est que ce variant monte en proportion, et tant qu'il ne dépasse pas le variant précédent, vous n'en voyez pas trop l'effet, et une fois qu'il est vraiment majoritaire, j'ai eu un collègue aux États-Unis, là c'est ce qu'il disait aussi, ils avaient un temps de doublement du variant de 3 jours, et ils s'attendent à… Voilà. Ouais, c'est dur à Nos gérer. chiffres sont inquiétants, là, Michel. J'ai regardé les dernières données de Diane Descamps, là, c'est 70% de variants hein, sur les nouvelles souches là, qui arrivent. On n'a pas beaucoup de virus circulants, pas beaucoup de malades qui arrivent avec, mais 70% de variants. Et c'est du Après, délire. on Ça aura peut-être une bonne surprise, hein. C'est-à-dire que nous, ce que nous disent nos modèles, c'est que là, si on est à majorité de variants depuis cette semaine, bon, après, il y a toujours ce décalage entre le dépistage et ce que vous allez voir arriver dans vos services, mais malheureusement, la fin ne février… change pas la gravité des malades. Hein. On n'en a pas beaucoup plus, on en a Non, mais plutôt ça moins. change le nombre, je crois. Mais voilà. Et après, pour revenir sur ces variants, enfin, moi, ce qui me surprend, c'est ou ces adaptations à la température, c'est que beaucoup de gens ont cherché ça. Beaucoup de gens ont essayé de trouver des mutations qui soient associées à plus de virulence. Et il y en a relativement peu, en fait. Et ça, on le voit aussi, Vincent l'a montré, sur cette diversité de virus. Mais on se serait attendu, encore une fois, à avoir moins de diversité initiale, à avoir certaines souches qui envahissent tout et remplacent tout de suite. Non, tout a coexisté, même jusqu'à, je ne sais plus, juin, juillet, vous trouviez des infections causées par exactement la même séquence que celle de décembre. C'est-à-dire quelque chose qui était zéro mutation par rapport au premier virus décrit de décembre, ce qui est… Enfin, moi, je n'aurais jamais parié là-dessus. Donc, tu as très peu de variations qui affectent la valeur sélective. C'est ça que tu dis finalement. Ouais, c'est ce que je trouve très surprenant. Sauf depuis fin 2020 où là ça arrive beaucoup plus vite qu'avant. J'ai une question à vous poser en prolongement. Donc, merci beaucoup de faire ce rappel parce que moi je trouve qu'un certain nombre de collègues veulent simplifier les choses en disant bah, finalement il va faire beau, il va faire chaud, il va faire froid. Et il y a tellement de facteurs confondants dans la transmission et l'exemple même c'est l'onde. Moi je veux bien que le variant se transmet plus, mais le comportement des londoniens explique pour une part aussi un certain nombre de choses. Moi j'ai une question qui me turlupine. Est-ce qu'il y a des études aujourd'hui qui regardent finalement la symptomatologie clinique des variants et la différence qu'il y aurait entre les patients infectés par le variant et les autres en termes de symptômes? Je vais revenir juste sur deux notions que j'avais apprises. La première, c'est que finalement, la symptomatologie digestive est rare. Elle est de l'ordre de 5 à 24% ou 25%. Et la question que je me pose, c'est que mon impression, parce que je screen les malades quotidiennement dans mon hôpital, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de formes digestives. Et je viens d'entendre quelque chose que je ne connaissais pas, qui était le fait que les selles étaient virucides. Que je trouve ça passionnant parce que par ailleurs, il y a quelques papiers qui auraient suggéré que les gens qui gardaient plus longtemps finalement du virus dans les selles avaient une immunité plus durable dans le temps. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut, entre guillemets, regarder ce qui se passe dans les eaux usées et surévaluer le risque parce que la symptomatologie clinique des patients a changé et qu'on se retrouve dans une situation où plus ça va augmenter dans les selles, plus ça voudrait dire peut-être que le variant est différent, enfin, où les variants sont différents de ce que nous avons connu antérieurement, où c'est complètement aberrant comme question. Ah non, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que sur les selles, je vais être très humble, c'est qu'on a tellement d'inconnus aujourd'hui sur le lien qu'il y a entre ce qu'on a dans les eaux usées et ce qui se passe chez le malade, qu'il est aujourd'hui très difficile de projeter des informations. Par exemple, un truc tout bête, l'autre jour, on nous demande, je ne sais plus qui à la DGS nous appelle en nous disant quel est le pourcentage du variant dit britannique dans les eaux usées? Bon, on lui donne le chiffre qu'on avait trouvé, il me dit ça colle pile poil avec ce qui se passe dans la population. Non, ça c'est un calcul qui est très grossier. En fait, la problématique, c'est qu'on ne sait pas si quelqu'un qui est infecté par un variant, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on a voulu faire financer, mais on n'a pas réussi, si quelqu'un va excréter la même quantité de virus dans les selles que quelqu'un qui a une forme, alors j'aime pas classique, il va falloir trouver des terminologies plus adaptées, parce que Samuel va péter un câble, mais disons que le variant classique et le variant moderne, je ne sais pas. On n'a pas ces informations-là. Et on aurait pu imaginer effectivement que le tube digestif filtre certains types de variants parce qu'il y a un entérotropisme plus marqué de certaines formes ou d'autres. Donc, j'aurais tendance à dire, ne décalquons pas ce qu'on voit dans les eaux usées à ce qu'on peut voir dans la population. Après, sur la symptomatologie, et ça, c'est ce qu'on est en train de voir finalement pour répondre à cette question de la précocité du signal, ce qui me semble vraiment important, c'est regarder l'incidence par classe d'âge. Et je trouve que ce que vient de montrer Samuel à l'instant est très intéressant, parce que cette incidence par classe d'âge va quand même
je veux dire, si on dit à l'extrême que les jeunes ne font pas de forme clinique, c'est sûr que tu as un virus qui peut circuler chez les jeunes. C'est ce qui s'est passé probablement tout l'été, hein. Et puis, au moment de la rentrée, on le voit, nos étudiants sont rentrés à la fac, ils sont allés bouffer avec le petit vieux du coin qui était un habitué du bistrot. Et lui, par contre, on l'a vu apparaître aux urgences 3 semaines plus tard. Donc, il y a vraiment l'incidence par classe d'âge, moi, qui me semble un excellent indicateur, enfin, en tout cas, plus fin, si tu veux, pour savoir ce qui se passe. Alors après, effectivement, si en plus la symptomatologie change, ça peut changer les choses. Je crois avoir vu passer, je ne sais pas si ce n'est pas NerfTag qui a montré qu'il y avait une toute petite différence de symptômes cliniques. Je crois qu'il y avait un peu plus de tout avec le variant anglais. Il y a quelques écarts sur quelques symptômes. Je pourrais essayer de te retrouver ça. J'ai vu passer ça sur un papier il y a quelques jours. Il y a eu des déclarations sur des différences de virulence. Même Boris Johnson a fait faire des déclarations, mais ça a été remis en cause après. Donc sur la virulence, il n'y a pas grand-chose. Et j'ai vu passer, mais c'est un preprint aussi de Harvard, où eux, avec des suivis longitudinaux, mais je ne sais pas comment ils ont bricolé leurs suivis longitudinaux sur des tests, où ils ont récupéré plein de tests et ont extrait les suivis longitudinaux et avaient l'air de trouver des infections plus longues quand c'était causé par le variant. Mais c'est c'est vraiment brut de décoffrage, quoi. Ouais, je peux essayer de vous mettre dans la conversation là, le petit rapport de NerfTag qui parlait justement de la sévérité. Alors, attends, je vais faire glisser ça. Et c'est un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui fait une sorte de méta-analyse de ce qu'on dit sur la sévérité du variant britannique. C'est passé ou pas? J'ai l'impression qu'il ne veut pas se coller dans le… Ah, bon, je ne sais pas comment… C'est par la conversation, hein, je crois que je peux vous… Oui, normalement, tu dois pouvoir le passer, oui. Écoute, Tu le chopes et tu le mets dans la conversation. Ouais. Ça marche. Bon, alors attends, j'essaye de voir, je vois pourquoi il ne veut pas. Bon, sinon on le trouve assez facilement, hein. Non, il ne veut pas. Apparemment, il a décidé qu'il ne collerait pas le rapport. Je ne sais pas, il est peut-être britanophobe. En tout cas, c'est le rapport NerfTag, ça va être le 5e ou 6e. Attends, je vais te dire ça. Attends, je vais essayer de coller le titre du rapport. Vous pourrez le retrouver sur Internet. C'est un PDF et où là, effectivement, c'est un peu confus, hein. Moi, le problème de la sévérité du variant britannique, c'est qu'on la regarde dans un système de santé où ils étaient quand même en très grande tension. Donc, voilà, je vous ai mis la référence du doc. Ça y est, on voit la référence, donc ça, c'est passé. Bon, super. Ça, c'est passé. On a la référence. En tout cas, au niveau de la contagiosité, c'est quelque chose qui semble ressortir un peu dans les différents pays. Moi, j'étais assez sceptique sur l'Angleterre, justement, parce vous avez toujours un problème de causalité, en fait. Est-ce que vous voyez un variant parce qu'il y a une épidémie? Parce que quand vous avez une épidémie en croissance, vous pouvez fixer n'importe quelle diversité génétique. Ou est-ce que vous voyez l'explosion épidémique du fait du variant? Bien sûr. Et je disais plus ou moins, en fait, on ne saura pas directement tant qu'on n'aura pas vu d'épidémie dans d'autres pays. Les Anglais ont quand même pu, avec Public Health England, ils ont suivi 250 000 personnes infectées et 1 million de contacts au total, ce qui est hallucinant, enfin en France. Et ils ont pu montrer comme ça que parmi les 250 000, ceux qui étaient infectés par des variants infectaient une plus grande proportion de leurs contacts. Donc moi, ça c'était mi-janvier, c'est depuis cette date que je suis à peu près convaincu qu'il y a un avantage de transmission. Tu parles de 30%, c'est ça, hein, je crois. De 30 et 70, ouais. Et ça semble se vérifier au Danemark, au Portugal, enfin voilà. Et nous, là, c'est ce qu'on voit en France sur ces données de dépistage. Après, on n'a pas un plan d'échantillonnage très carré. Une question, si c'est possible. Il y a plein de petites questions, peut-être. Allez-y. Hervé Blanchard, c'était assis de... Je ne sais pas qui c'est, on ne vous voit pas. Hervé, hausse ton micro. Voilà, Hervé Blanchard, c'était assis de France. Bonsoir, merci pour ces présentations et les échanges. Une question par rapport à ce qui vient d'être dit sur les cohortes en Angleterre. Est-ce qu'on a une idée finalement de la proportion de formes asymptomatiques, notamment par rapport au contact? Est-ce qu'il y a plus de portage asymptomatique avec les variants, notamment le variant anglais? Est-ce que vous regardez ça? Moi, je n'ai pas vu. Hein. Le portage asymptomatique, il est extrêmement compliqué à déterminer parce que ce qu'on voit, c'est les symptômes. Et la plupart des estimations qu'on a encore aujourd'hui sur ça se base beaucoup sur le Diamond Princess, au final, où vous faites un peu la règle de 3 pour savoir si vous connaissez la proportion des gens qui décèdent, vous connaissez les infectés. Et du coup, après, c'est à partir de là que vous pouvez retracer quelle était la proportion infectieux, non infectieux, ou avec ce jour de transmission. Comme Princess, c'est un système fermé. Ouais. Mais en fait, ça vous donne une indication. Non, mais ça vous donne une indication sur la probabilité par infection de décéder. En sachant que dans les Princess, ils avaient port de gants
dès qu'ils sortaient dans les couloirs, port de masque, et qu'ils ont… Oui, non, le Diamond Princess n'aide pas du tout sur l'épidémiologie, c'est sur le suivi individuel des cas. Ils ont fait un suivi sur les corps d'exposés en Grande-Bretagne ou pas? Parce que les cas contacts, l'intérêt, c'est qu'on peut, si on les suit, les dépister effectivement comme un cas contact et trouver une positivité en PCR. Et derrière, on peut essayer de regarder chronologiquement. Alors, je n'ai pas tout entendu, mais je crois que l'idée, c'est de se baser sur le suivi de contact pour regarder la proportion de symptômes. Ouais, ça, je sais. C'est peut-être, je peux vous mettre le lien vers le rapport qu'ils avaient mis. Et l'autre possibilité, c'est d'aller voir ces intervalles sériels, à quel jour d'infection vous transmettez, parce que là aussi, des gens ont regardé ça à ma connaissance, mais je ne sais pas s'ils ont vu des différences. Est-ce qu'on infecte plus tôt ou plus tard? Ça pourrait vous dire aussi si vous infectez plus tôt dans une phase pré-symptomatique ou post-symptomatique. Je vais chercher le rapport. Merci beaucoup. Alors, vous avez une question, mais je pense que vous avez essayé d'y répondre, mais peut-être pas suffisamment, avec suffisamment de conviction. Comment on explique que certains variants soient plus dans des villes que d'autres, plutôt qu'un comportement un peu homogène, en particulier sur la France? Les seules hypothèses que j'ai vues, c'est des cas d'importation, en fait. C'est des cas d'importation qui c'est des effets locaux, si tu veux, de bombes à fragmentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres hypothèses. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, notamment, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, c'est ce qui s'est passé en Moselle. C'est-à-dire, on te dit 300 cas de variants sud-africains. J'ai entendu dire qu'il y avait des militaires qui faisaient la navette avec la Guyane, etc. Est-ce que c'est vérifié ou pas? J'en ai aucune idée, mais ça serait intéressant de savoir quand même. Je ne sais pas si Samuel en a. Oui, c'est ça qui est un an. C'est vrai que c'est exactement ce que Vincent a dit. C'est ça qui est intéressant avec ce virus aussi, c'est-à-dire qu'il évolue relativement lentement et les variants, finalement, font une autre épidémie. Moi, je me serais attendu naïvement justement à ce que les variants émergent d'eux-mêmes d'un peu partout. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. Oui, tout à fait. Et voilà, les estimations à partir des données Google, tout ça, des téléphones, c'était qu'il y avait à peu près 500 personnes infectées par le variant au 1er décembre. Alors, sachant que c'est peut-être sous-estimé parce que, voilà, on voit aujourd'hui, on a l'impression qu'il est plus présent. On s'attendait à le voir, à ce qu'il arrive aux 50% vers la fin février. Il a peut-être 2 semaines d'avance sur ce qu'on pensait, mais clairement, c'est ça. Et après, comme c'est des événements d'importation, ce qui va jouer, c'est les premiers événements d'importation. Parce qu'après, votre variant croît. Et au final, quand vous avez 200 infections du variant, les importations, elles deviennent négligeables. Donc, c'est ces premières importations qui sont clés. Et si par malchance, entre guillemets, vous avez 10 importations d'un variant à Saint-Étienne, ça va partir très fort à Saint-Étienne. Donc là, c'est ce qu'on appelle la stochasticité en épidémiologie. Le rôle du hasard dans les débuts d'épidémie est très prononcé. C'est ça qui explique, par exemple, que ça a explosé en Italie avant que ça explose en France. C'est juste parce qu'il y a probablement eu des importations du virus à peu près en même temps dans les deux pays, mais elles se sont éteintes. Souvent, ça s'éteint par hasard. C'est ça qui est lié au super spreader, en fait. Certaines infections sont des super spreaders, mais beaucoup de gens vont n'infecter personne. Et en début d'épidémie, ça a un impact énorme. Et ce qu'on pense, c'est qu'en gros, ça a flambé en Italie avant la France par malchance. Et c'est une thématique qu'on retrouve un peu avec les variants. Donc, cette hétérogénéité, elle est… voilà. Après, si vous pouvez diminuer le rôle de ce hasard, et c'est ce que Vincent décrivait, c'est-à-dire si vous avez 10 personnes qui arrivent d'un coup ou 20 militaires qui arrivent d'un coup avec un variant, là, vous allez gommer ce hasard et avoir un effet très fort. C'est l'effet fondateur, en fait. Ça. Ouais. C'est ce qui s'est dit aussi au tout début, sur la première base militaire infectée, où bon, on ne saura jamais vraiment, mais il semblerait qu'il y ait eu des vols de rapatriement de Wuhan, quoi. J'avais une question pour Vincent. En regardant les courbes que tu as montrées tout à l'heure, j'étais surpris qu'il n'y ait pas de décalage des fenêtres temporelles entre le taux d'occupation en réanimation et ce que tu avais dans les eaux usées. J'aurais attendu un décalage de 2 ou 3 semaines, parce que finalement, effectivement, on voit les malades plutôt à partir de J10 des premiers symptômes, et ils sont chez nous entre J14 et J50, et pour les malades sévères. Et je trouvais que tes courbes, quels que soient les exemples que tu as donnés, étaient par contre exactement similaires en termes temporels. Alors, ce que tu avais en dessous, c'est les taux de positivité. Mais c'est vrai, la question qui se pose,
C'est vraiment une question complexe en fait, hein. C'est que les taux de positivité tels qu'ils sont faits en population, ils sont excessivement biaisés. Ne vont se faire tester que les gens qui ont une bonne raison d'y aller ou qui imaginent qu'ils ont une bonne raison de se faire tester, ce qui est un autre problème. Mais ce qui fait que c'est vrai qu'il y a un biais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, mais encore une fois, je ne vais pas te répondre, on va plutôt essayer d'attendre nous de récupérer les données des ARS, c'est vraiment de regarder l'incidence par classe d'âge. Parce que quand tu mets en vis-à-vis des indicateurs, en fait, si tu veux, tu as 3 niveaux d'indicateurs. Tu as les eaux usées, c'est macro-épidémiaux. On voit finalement tous les gens qui sont positifs et qui vont aux toilettes, donc ce n'est pas très spécifique, mais c'est vraiment très moyennant. Tu as ensuite, à l'autre bout du spectre, les gens en réa, mais comme tu le sais, c'est quand même une population très particulière. Et puis, tu as entre les deux qui est infecté. Et il y a une vraie plasticité, à mon avis, de l'incidence par classe d'âge qui détermine complètement à la fois les signaux syndromiques et le taux de positif. Aujourd'hui, par exemple, on teste beaucoup les enfants dans les écoles. Bon, on ne le faisait pas autant il y a un mois ou deux. Donc, tu vois, on est en train de modifier ces paramètres parce que les politiques de dépistage sont en train de changer. Alors après, je te dis, moi, on est vraiment en train de regarder classe d'âge par classe d'âge les évolutions d'incidence pour voir en phase avec quoi on se trouve. Cet été, très clairement, c'est les jeunes qui nous ont rempli les eaux usées et c'est eux qui nous ont dit que le virus circulait. Il a fallu attendre que les gens se fassent contaminer mi-septembre, début octobre, avant que ça chauffe chez vous, quoi. Enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais quand on collègue clinicien, il nous disait septembre, c'était cool, hein, même début septembre, c'était pas méchant. Hein. On n'avait que des cas importés pendant tout l'été et puis ça a commencé à monter progressivement en septembre. Oui. Ouais, c'est ça, voilà. J'avais une question technique pour Vincent, en fait, que je me suis toujours demandé. Alors, j'en profite, je suis désolé pour une fois que j'ai quelqu'un d'Aubépine sous la main. Est-ce que vous avez pensé à faire des PCR pour un gène humain pour quantifier justement Enfin, c'est un peu lié aussi à cette histoire des eaux usées, c'est-à-dire que, enfin, nous, au labo, quand on fait des qPCR, on va toujours normaliser en fait la quantité de virus. Et je me demandais si c'était faisable ou si vous aviez beaucoup trop de c'est matériel. l'enfer. En fait, ça a l'air ridicule, mais c'est le vrai problème. C'est-à-dire que quand on analyse des eaux usées, on ne sait pas combien de personnes ont contribué. Alors, il y a plein d'outils très indirects. Alors, les gens te diront qu'on peut regarder l'azote. Bon, parce qu'on sait à peu près que, pour dire les choses globalement, on produit une quantité d'azote journalienne de temps. Donc, on essaye, mais c'est un indicateur qui est très grossier, qui est vraiment pas très bon. Certains collègues regardent les bactériophages entériques, qui ont l'air d'être relativement stables d'une personne à l'autre. C'est un indicateur qui marche bien. Les Italiens regardent de la caféine. Il paraît que ça marche pas mal non plus en Italie. Non, mais c'est une demi-blague. Et l'albumine ou la bêta-globine. Voilà. Alors, on essaye de passer certains indicateurs. C'est vraiment la question. Aujourd'hui, c'est vraiment le trou. Alors, ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure, hein, c'est-à-dire celle de l'impact des eaux, ce qu'on appelle les eaux parasites, c'est-à-dire les eaux pluviales. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il faut savoir qu'en France, c'est une obligation légale de séparer les eaux usées et les eaux de pluie. Hein. C'est ce qu'on appelle les réseaux séparatifs. Il y a quelques réseaux unitaires qui continuent de persister, qu'on appelle les réseaux unitaires, le tout à l'égout, pour simplifier, où on fout tout dans le même tuyau. Mais aujourd'hui, on tente à séparer les réseaux. Alors, ce n'est pas vrai partout, la proportion n'est pas la même partout. Mais quand on a fait des simulations, notamment pour voir l'apport des eaux de pluie, alors on a plusieurs indicateurs. Le débit de la station d'épuration est un bon indicateur. Et puis, globalement, quand on fait des simulations mathématiques, on se rend compte, en gros, qu'on a des variations de 50%, ce qui peut sembler énorme, mais en fait, nous, les variations en concentration de virus, c'est plutôt de l'ordre d'un log. Donc, si tu veux, c'est un peu écrasé. Ces variations par la pluie sont quand même mineures par rapport aux chiffres qu'on obtient in fine quand ça bouge. Donc, on arrive à contrôler ça, mais on adorerait avoir un gold standard qui nous permette de dire, dans cet échantillon-là, vous avez l'équivalent de 100 Parisiens. Ça serait l'idéal. Mais du coup, les gènes humains, ouais, c'est. Enfin, il faudrait qu'ils viennent des squamations, si tu veux. Hein. Il faudrait. Tu n'as pas de raison d'en trouver dans les eaux usées plus que ça, des gènes humains. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les flores. C'est les bactéries de certaines flores qui sont plus ou moins constantes. Mais visiblement, ce n'est pas assez précis. D'accord. Moi, j'ai une question technique. Alors, nous, on essaye de mettre en évidence dans l'air du virus et on fait des prélèvements à tout va. On n'arrive pas du tout à mettre en évidence, y compris lorsqu'on a des patients qui ont des CT très bas, qui sont très symptomatiques. Comment on fait pour mettre en évidence dans les eaux usées, là où la concentration du virus devrait être relativement faible? Vous avez des systèmes pour concentrer finalement?
Alors en fait, le vrai paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe, mais ça a été une vraie surprise, c'est qu'en fait les concentrations sont pas si faibles que ça. Ah, Tout d'accord. simplement parce que tu as des telles quantités de virus sécrétés dans les selles, tu montes des fois à 10 puissance 9 par gramme de sel. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois on expulse quasiment 600 grammes de sel par jour. Donc, et quand c'est sur 6 semaines, tu imagines que les quantités que tu apportes sont importantes. Nous, les dosages qu'on a, si tu veux, les dosages qu'on a fait cette semaine sur les eaux de Paris, on est à 10 puissance 5 équivalent génome par litre d'eau usée. Donc c'est quand même, alors Ah c'est oui, des quand même. dizaines, centaines de mètres cubes par jour dans une station d'épuration, mais ça donne, c'est vraiment pas des micro-phénomènes, c'est vraiment des quantités très très importantes de virus dans les eaux usées. On n'est pas dans l'air, c'est plus compliqué, hein. C'est sûr qu'on est dans des concentrations beaucoup plus faibles. D'accord, C'est je sans doute comprends très beaucoup bien. plus infectieux, mais c'est par contre beaucoup plus faible. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des questions, mais à mon avis, il y en a plein. Est-ce que quelqu'un a une question brûlante qu'il veut Sur les absolument animaux qui est poser? très importante, hein, ça a été ça, je pense que Samuel doit être sensible à la question, hein, c'est le fait qu'effectivement on est parti d'un virus zoonotique, hein, qui va chez l'homme, et effectivement parmi les mutations d'adaptation, il y a quand même toutes ces mutations qui ont permis une adaptation de la chauve-souris à un autre intermédiaire. Enfin là, alors Samuel a peut-être des scoops là-dessus, mais ça reste le… Ah non, mais c'est parce qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, toute la question, on sait qu'il vient, enfin, on se doute qu'il vient des chauves-souris, mais l'ancêtre commun le plus proche est clairement pas le virus le plus proche circulant chez les chauves-souris. Donc, Ah, tout à la fait. question, c'est qu'on manque vraiment de données. Bon, là, ce serait un autre sujet, mais le Monde a fini par sortir un scoop sur ce qui circulait beaucoup sur ceux qui travaillaient sur Covid, l'histoire des mineurs qui étaient dans la grotte, dont un certain nombre sont morts dans un hôpital en 2012, dont les échantillons étaient a priori gardés à Wuhan, etc. etc. Mais euh, en tout cas, il n'en reste pas moins que bon, l'origine zoonotique est à peu près indéniable. Et que c'est vrai que c'est surprenant de voir un virus qui est déjà si bien adapté à l'homme. Hein. Enfin, je le disais, du point de vue du virus, le virus commence à faire, à causer des hospitalisations une fois qu'il a fini de se transmettre. Donc, de son point de vue, c'est comme s'il était avirulent. C'est génial. Ce qui est une grande différence d'ailleurs avec le SRAS de 2003, hein, qui lui avait une symptomatologie et une transmission qui était presque calée dans le temps, ce qui explique qu'on a pu le contrôler alors relativement facilement. C'est toute chose égale par ailleurs, hein. Mais enfin, 2003, on a réussi en 6 mois à bien arrêter les choses. Alors que là, effectivement, il y a toute cette phase non symptomatique et présymptomatique qui est une épine dans le pied, hein. Ça, c'est clair que le pire en termes de virulence, en fait. C'est-à-dire que vous avez une virulence qui est pas assez élevée, entre guillemets, pour permettre un contrôle très rapide, parce que les Chinois n'auraient pas réagi pareil s'ils avaient vu une virulence du type du SRAS ou du MERS, mais une virulence qui reste 10 fois supérieure à la grippe, et au final, quand vous faites la résultante avec les cas, vous avez un peu le pire des scénarios possibles. Alors, la question zoonotique, hein, quand même, Oui. juste pour être complet, quand même, c'est quand même aussi la question du va-et-vient entre l'homme et l'animal aussi, parce qu'il y a quand même cette histoire des visons qui est un peu plus peut-être qu'un épiphénomène, c'est-à-dire qu'il y a à côté de l'homme qui a l'air de devenir un réservoir pour le SARS-CoV-2, des espèces potentielles avec lesquelles on vit qui peuvent devenir éventuellement des réservoirs. Alors, on a vu que je crois que chez les chats, c'est à peu près clair qu'ils peuvent être infectés, mais qu'ils ne retransmettent pas. Non. Chez les Mon tigres, chat, il avait plus d'anticorps que moi. Hein. Ouais. mais il ne vous l'a pas refilé. A priori, non, ça vient de ma compagne, mais le chat était… Ouais. Alors, il paraît que les chats, et puis il y a ces visons où on a vu des mutations d'adaptation aussi au Danemark, hein, je crois. Oui, c'est au Danemark ou aux Pays-Bas, je crois. Hein, Pays-Bas, oui. Pays-Bas et Danemark. Ouais. Donc, c'est vrai que ça serait dommage qu'on ait en plus d'autres réservoirs animaux qui viennent complexifier c'est-à-dire que s'il faut commencer à vacciner les visons, on n'a pas fini. Hein. Marc, là, il y en a une partie qui sont partis à l'abattoir. Donc, ceux-là, on ne les vaccinera pas. Après, là aussi, c'est un problème assez classique, en fait, qui sont que les élevages, c'est des millions d'individus qui, en plus, sont tous clonaux. Il y avait une question là-dessus sur le chat, sur l'importance de la diversité génétique et immunologique. Et du point de vue du virus, encore une fois, quand vous arrivez dans un élevage où il n'y a que des clones, c'est open bar. C'est-à-dire qu'une fois que vous infectez un vison, tous les autres sont infectables. Ah ouais. Millions d'individus, donc là, vous avez une bombe à retardement, quelle que soit l'espèce, je dirais quasiment. Bon, écoutez, je pense qu'il y a encore des questions. Le pauvre chat infecté par les occupants de son domicile. Écoutez, merci à vous deux. C'était vraiment passionnant. Je peux mourir tranquille ce soir, j'aurais appris des choses. Écoutez, vraiment, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Je pense qu'on refera. Alors, je ne sais pas à quel moment, mais certainement, comme j'avais dit à Samuel, notre objectif à terme, c'est de faire une session
dans un amphithéâtre lorsque tout ça sera fini, avec beaucoup de débats, beaucoup de questions, beaucoup plus que des présentations. C'est de prendre le temps de réfléchir et de prendre un peu de recul sur ce virus qui finalement nous rend humbles et nous a appris énormément. Écoutez, vraiment, merci beaucoup. Je crois que Jean-François est très heureux aussi. Je le vois sourire, hein. Elle est très bien ta conclusion, donc je te laisse parler, c'est parfait. Et donc, écoutez, pour tout le monde, donc on va organiser encore quelque chose en mars. Je pense que ce sera du côté du 25 mars. On ne sait pas très bien, mais je pense qu'on est parti sur l'immunologie. J'attends la confirmation du chef. Alors, est-ce qu'il opine du chef ou pas? Je ne vois pas, il opine, donc c'est bon. Écoutez, vraiment, merci à tous. Merci à vous deux. C'était vraiment un plaisir. Et puis, à très bientôt. Merci encore et bon courage à vous. C'est quand même un peu plus dur pour vous avec les patients que moi avec les eaux usées. Voilà, donc passionnant. Merci encore de ce que vous faites. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir.